Donc, pour les nouveaux, je vais relire mon texte que vous commencez à connaître. Donc, bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette session de questions d'actualité en éthique animale. Ces débats conférences font partie d'un enseignement d'éthique animale que nous avons créé cette année. Et ce sont donc les étudiants de cette option qui vont ensuite mener le débat. L'éthique n'est pas une prise de position, mais un questionnement en perpétuelle évolution avec notre culture et notre temps. Et nous ne sommes pas là pour ce soir pour arriver à une vérité, mais pour discuter et pouvoir survivre les sceptiques. Nous devons également montrer qu'un problème n'a pas une solution unique, mais qu'il est généralement complexe, avec de nombreux éléments que nous ignorons. Les étudiants de ce soir vont d'abord poser des questions aux intervenants ici présents, échanger avec eux, et vous pourrez ensuite intervenir ou poser des questions après cet échange et la présentation du sujet. Je laisse donc maintenant la parole à Maïba, qui présentera le sujet de ce soir. Merci à tous et une très bonne soirée. Bonsoir. On vous remercie tous les 5 d'être présents avec nous ce soir pour ce 3e débat de la série qui porte le mot sur le chat. Donc avec 12,7 millions d'individus dans le foyer, le chat est bel et bien un animal protégé des Français. Il est le 2e animal le plus possédé en France, après les poissons, et vient très loin devant le chien. Le facteur émotionnel dans l'acquisition d'un animal domestique semble être clairement avéré. Plusieurs études sociologiques parlent de combler un manque affectif. D'autres relatent qu'un animal constitue un élément moteur de bien-être dans les structures familiales. Dans un contexte de crise, il semblerait que le chat soit définitivement préféré au chien. Entre 2012 et 2014, la population féline a augmenté de 11%, tandis que celle du chien diminuait de 2%. Pour toute question relative à nos références, vous pouvez vous adresser à nous à la fin du débat. Alors, quel est le problème? À cette population de chats domestiques s'ajoutent presque autant de chats errants, soit presque 13 millions de félins en plus. Ceux-ci sont directement issus d'abandon ou sont soit le fruit d'animaux abandonnés. Il s'agit dans une moindre mesure de chats s'étant évadés. Le problème est que ces populations de félins à ailes de combinés ont un impact désormais avéré sur la biodiversité, notamment en France sur les petits mammifères et les oiseaux. Aux États-Unis, une des enquêtes qui fait foi en la matière chiffre entre 5 et 10 animaux tués par un chat domestique et entre 30 et 50 par un chat errant par année. Nous pouvons annoncer le terme de surpopulation de chats à partir du moment où cette population fragilise par déséquilibre l'écosystème. Des enquêtes chiffrées ont aussi été publiées en Grande-Bretagne et en Australie. L'Australie a d'ores et déjà pris les devants en lançant cet été un vaste programme littéralement d'abattage de 2 millions de chats errants d'ici à 2020. Ce plan se base également sur des études scientifiques menées sur la prédation des quelques 20 millions de chats errants recensés dans le pays. L'île aurait récemment perdu 29 espèces de mammifères, les chats errants étant impliqués dans 28 de ces cas, et 120 autres animaux australiens risqueraient l'extinction. L'action des pouvoirs publics australiens qui mettent en place des pièges, puis empoisonnent ou tirent avec des armes à feu sur des chats, a d'ailleurs fait s'insurger Brigitte Bardot. En France, plusieurs campagnes de stérilisation ont actuellement lieu. Elles sont de plus en plus nombreuses sous couvert de la loi. Ainsi, l'article 211-27 du Code rural et de la pêche maritime stipule que c'est au maire, je cite, par arrêté
à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, de faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâche dans ces mêmes lieux. Et un arrêté dont les effets sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015 de compléter que ces animaux, je cite, ne peuvent être conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation ne peut être mis en œuvre. C'est donc bel et bien par le biais de la stérilisation que les pouvoirs publics français ont décidé d'endiguer le problème. Mais d'autres voies s'élèvent pour appeler à d'autres solutions, certaines incluant aussi la mise à mort. Avec nous ce soir pour discuter de l'impact de la surpopulation de chats sur la biodiversité, des solutions proposées et déjà mises en œuvre, de leur efficacité et de leurs conséquences, ainsi que des questionnements éthiques qu'elles révèlent. Fabrice Calvert, j'étais trop concentrée sur le nom de famille. Fabrice Calvert, qui est donc vétérinaire naturaliste et vice-président du GERMA. Madame Katie Knez, éthologue comportementaliste et éducateur canin. Et enfin, Madame Anne Trauer-Trottier, éthologue comportementaliste et salariée à l'association YANO. Donc Cédric vous l'a rappelé, dans un premier temps, nous avons procédé à une conférence durant les 45 premières minutes où Pamela et Julie poseront des questions à nos intervenants. Ensuite, ce sera à vous d'en poser. Mais dans un premier temps, peut-être que nos intervenants nous demandent de se présenter davantage. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, je suis Anne Brouwer-Rosier, je suis éthologue de formation et j'exerce le métier de comportementaliste depuis bientôt 8 ans en Alsace. Et je travaille également pour une association de médiation animale qui s'appelle Liane et qui intervient pour aider les personnes en précarité grâce aux animaux de compagnie. Et donc, mes études, je m'intéresse énormément à la relation animale, au bien-être des animaux, mais aussi au bien-être des humains. Voilà. Bonsoir, donc Katie Knez, je suis tout comme Anne éthologue de formation et comportementaliste et éducateur canin qui, comme vous en doutez, le métier intervient sur la relation homme-animal et tout comme les intervenants de ce soir de l'écouter, je suis très portée sur le bien-être à la fois des animaux et des humains et la cohabitation qu'on peut en faire. Je suis vétérinaire à Colmar où j'exerce en clientèle canine, où je m'occupe beaucoup de chats tous les jours. Et je suis également vice-président du GERMA, donc ce soir j'ai un peu double casquette. Comme ça on pourra un petit peu ratisser large sur la problématique du chat, à la fois du chat domestique et du chat arrêt, ou du chat errant. Et je vais juste faire un petit aparté par rapport au GERMA. On a sorti cette année à l'Atlas, de répartition des mammifères d'Alsace. On l'avait déjà présenté dans cette même salle il y a quelques temps. Donc l'Atlas est devant moi, si les gens sont intéressés, vous pouvez le voir tout à l'heure, je vous le ferai feuilleter. Et c'est un ouvrage qui fait environ 750 pages et qui parle vraiment de tous les mammifères sauvages d'Alsace. Donc le chat domestique, en page 460, on parle du chat forestier, c'est intéressant, et on parle également de sujets sur lesquels on va discuter ce soir. Merci beaucoup, c'est très sympa. C'est l'hybridation justement des chats domestiques et des chats sauvages. Voilà, je termine. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Donc Julie et moi, on va vous poser quelques questions pour essayer de guider un petit peu la conférence de ce soir. Donc on a essayé de cibler chaque question pour l'un d'entre vous pour que ce soit un peu plus facile. Mais bien sûr, les trois peuvent répondre, compléter la réponse de l'autre ou contredire selon vos choix. Voilà. Alors la première question s'adresse à vous, Fabrice.
Alors, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les causes de la surpopulation des chats? Ça a déjà été un petit peu évoqué. Ouais. Donc le chat, de toute façon, je dirais à la base, a été importé par l'homme depuis le millénaire, entre 8 et 10 000 ans. Et le but, c'était vraiment de, je ne sais pas si tout le monde m'entend, parce qu'il y a un petit peu d'écho du micro. J'ai baissé un peu. Donc le chat à la base a été importé, en tout cas c'est un chat qui est originaire du Moyen-Orient, et il a été importé souvent pour être libre, pour réguler les micro-mammifères qui détruisaient les cultures. Donc je dirais l'origine, le chat dit domestique actuellement a toujours été libre. Donc c'est des 40 ans en arrière, c'est vrai que les chats libres actuels ont toujours existé. Les chats domestiques sont simplement une émanation du chat libre. Donc les chats libres, on a toujours eu. Alors est-ce qu'il y a plus de chats libres actuels dont l'origine est le chat domestique? Oui, probablement, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des chats qui sont, entre guillemets, domestiques, qui appartiennent à des gens, mais qui sont finalement, qui ont une vie libre, qui viennent manger chez eux tous les soirs, qui mangent chez eux, qui ne sont pas forcément médicalisés. Il y a à peu près la moitié des chats en France qui ne sont pas médicalisés. Donc ça ne vient pas stérilisés. Je ne parle pas de la vaccination, ça c'est facultatif, mais ils ne sont pas stérilisés. Donc c'est clair que la majorité des chats dits libres, des chats arrêts ou des chats semi-sauvages, comme on dira, en fait, ont toujours existé et sont originaires à la fois, je dirais, des temps très anciens, des temps immémoriaux, et sont également des chats domestiques actuels. Après, la population exacte de chats libres, c'est des estimations en France, franchement je ne connais pas, parce qu'on parlait de 10 et 12 millions de chats domestiques. Il y en a à peu près autant de chats. Alors, s'il y en a autant, c'est des estimations, c'est vrai que ça fait énormément de chats, ça fait à peu près 25 millions de chats en France, sachant que les chats domestiques, il y a quand même une grande majorité qui sont aussi en appartement, qui ne sortent pas. Donc ceux-là, entre guillemets, ils ne sont pas visibles pour la biodiversité. Et à côté de ces chats-là, il y a quelques chats, dont on parle justement dans notre classe, quelques chats sauvages, donc plus vrais chats sauvages. Alors après, on ne va pas en parler ce soir, parce que peut-être pour les populations, mais ce chat, ça n'a aucun impact sur la biodiversité, voire un impact plutôt positif. Et l'histoire de l'équilibre entre la prédation et entre le prédateur et la proie, en fait, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très ancien. Et c'est le déséquilibre a toujours à la base, en fait, l'action humaine. Forcément, à la base de l'action humaine, on va en parler souvent ce soir, pour le chat domestique, c'est la même chose. S'il y a un déséquilibre ou s'il y a trop de prédation sur les oiseaux, les mammifères du chat domestique, c'est aussi lié, malheureusement, à l'homme, à nous, c'est autre chose. Donc j'embraye sur une deuxième question. Donc on parlait de chats grands prédateurs. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les espèces les plus touchées, les plus prédatées par le chat domestique? Ouais, on vient d'en parler avec mes collègues. Oui. C'est principalement le micro. Alors en fait, il y a des études qui ont été faites en 2003 en Angleterre, où alors là, ils n'ont pas 12,5 millions de chats errants. Ils ont plutôt 9 millions, et ça reste des estimations, on va dire que c'est dans la même fourchette. Ils ont estimé en un été que la population de chats errants tuait entre 52 et 63 millions de petits mammifères, tuait également entre 25 et 29 millions d'oiseaux. Voilà, ça sur un été. Donc après, ça c'est tiré de modèles statistiques, bien sûr, c'est très dur d'aller sur le terrain et de réussir à faire une étude concrète sur l'impact et de ce qui est réellement tué par les chats. Au niveau des espèces, on ne sait pas exactement combien d'espèces sont tuées finalement par le chat. Tout ce qui ressemble à une souris, à une petite proie, intéresse de toute façon et va stimuler l'instinct de chasse chez le chat. Voilà. Et tout ce qui vole, voilà. Il y a des chats qui vont être plus intéressés par finalement les proies terrestres et d'autres qui vont plutôt s'attaquer aux proies volantes. Et est-ce que l'impact qu'a le chat sur du coup, cette microfaune, est-ce qu'il est le même en ville qu'en campagne? Est-ce qu'on a des différences? Est-ce que finalement ça se rapproche? Oui, Fabrice? il peut pas être le même, parce que la microfaune, les oiseaux des campagnes ne sont pas les mêmes. Même les populations de chats libres ne sont pas les mêmes. Les grandes villes, certaines grandes villes, certaines
des grandes villes qui ont beaucoup de chats, notamment en Italie, où il y a énormément de chats. Et en France, c'est quand même bien réglé, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est le rôle des maires et des mairies de réguler les chats. Donc il y a forcément une différence, et beaucoup plus aussi de mammifères à la campagne. Donc après, je ne sais pas, encore une fois, c'est des études faites comparatives. Alors moi j'ai la randonnée ici, j'ai questionné quelques-uns de mes clients qui ont des chats, parce que les gens qui étaient dehors avec leurs chats, on leur pose plein de questions sur leurs chats, ils ne sortent pas, comment ils vivent, donc je vais profiter avant de laisser pour poser des questions. Et j'ai quand même plusieurs propriétaires qui m'ont déclaré que leurs chats, donc je parlais que je posais la question aux chats qui sortaient évidemment aux chats d'appartement. Les chats d'appartement prédatent aussi, ils prédatent surtout les mouches sur les vitres. Je pense que c'est pas le sujet du jour. Et oui, les jouets. En tout cas, ça sera plus longtemps les statistiques. En tout cas, le chat qui sort, certaines personnes m'ont dit qu'il ramenait entre 2 et 5 souris par nuit. Donc, c'est plus d'un millier de microgrammes par an pour un chat. Donc, et ça, c'est des chats, j'exerce à Colmar, c'est des chats qui sont plutôt en ville autour de Colmar. Donc, c'est quand même assez important. Je crois que dans l'étude australienne, des chiffres des fois plus importants. Je crois que c'était une vingtaine de micro-mammifères par chat et par nuit. Donc c'est quand même important, ça c'est plus à la campagne. Je pense qu'en ville il y a quand même moins de prédation, parce qu'il y a moins d'animaux à prédater, que la campagne en a plus. L'intervenir, allez-y. Je voulais juste compléter, en fait, tu disais que tu ne savais pas s'il y avait des études comparatives. Il y en a quelques-unes qui ont été faites pour voir la différence de l'impact entre la campagne, du moins du chat sur la campagne et sur la biodiversité en ville. Et notamment, ces études parlaient en fait d'un impact important en ville lié à la fragmentation des habitats. Parce qu'on a des niches écologiques qui vont être petites dans les lots et dont certaines espèces vont avoir des difficultés pour les quitter. Par contre, le chat, lui, va pouvoir migrer d'un niveau à un autre facilement et prédater du coup toutes ces espèces-là et du coup nuire à l'environnement. En fait, je voulais juste préciser que le chat chasse pas forcément pour manger, et que même un chat effectivement qui a donc accès à l'extérieur, un chat domestique qui appartient, qui a des propriétaires, qui a une famille, qui a une maison, qui mange à sa faim, chasse vraiment pour chasser. Voilà. Donc effectivement, dans la séquence comportementale de la chasse, il y a la traque, le guet, ensuite il y a la capture, il y a du jeu avec la proie, il essaye d'assommer effectivement la proie, et ensuite il y a la mise à mort ou pas. Mais pas pour manger, pour chasser. Le chasse, pour chasser. Alors en fait, moi je voulais revenir au cas de l'hybridation du chat domestique avec le chat sauvage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce que du coup ça va conduire à un déclin de cette population de chats sauvages? Merci de refaire la promotion pour notre atlas. Parce que c'est une des menaces justement qui pèse sur notre chat sauvage, c'est les sylvestrices. Et l'hybridation, c'est aussi vrai pour le cerf, c'est l'hybridation, je vais y arriver. L'hybridation entre. C'est avec moment, il faut la accrocher, c'est pour ça. Pour les cerfs aussi, parce que là, c'est du cerf sica et du cerf élave, il y a aussi des risques d'hybridation. Il y a beaucoup de soucis en Grande-Bretagne pour cette espèce-là. C'est vrai que pour le chat, il y a déjà des cas d'hybridation entre l'espèce domestique et le chat forestier. Donc le problème, c'est ce qu'on appelle la pollution génétique, hein, c'est que ça va être plutôt nuisible. Donc pour le chat sauvage, évidemment, il y a l'homogénéisation des gènes. Le risque vraiment est essentiellement pour le chat sauvage. Après, on n'est pas dans une thématique de biodiversité, s'il y a moins de chats sauvages, s'il y a plus d'hybridation et plus de chats hybridés, il y a un peu moins de chats forestiers. En termes de biodiversité, c'est clair que la biodiversité va en pâtir. Mais il n'y a pas vraiment de menace directe sur la survie du chat forestier. Après, les biotopes sont un petit peu différents. C'est vrai que plutôt les chats domestiques vont quand même rester autour de chez eux, notamment les chats stérilisés. Ils vont avoir des caractères restreints. C'est plutôt les chats guérins, les chats libres, les chats arènes qui eux vont aller plus vers les forêts ou plus contribuer avec le chat forestier. En tout cas, le risque existe. Et puis, j'ai découvert une entreprise en Alsace,
pas, c'est comme pour le cercical CRLA, il n'y a pas eu vraiment de preuve de colonisation. De grande ampleur, de grande échelle. Oui, ce que je voulais dire par rapport aux chats domestiques, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de sélection quand même que comparativement aux chiens, par exemple, par rapport à son ancêtre ou ses ancêtres sauvages. Donc le chat domestique garde cette faculté, finalement, cet instinct de chasse, cet instinct de félin, clairement. Et c'est pour ça que les chats familiers qui vivent dans les familles peuvent retourner facilement finalement à la vie libre, à la vie sauvage. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'espèces de chiens. Les chiens, ce que j'ai souvent avec les clients, c'est que les chiens, les chiens races sont des OGM. C'est pour ça qu'ils sont tous malades d'ailleurs. C'est votre avenir à nous, les vétérinaires. Plus il y aura de chiens, de races de chiens, de races pures, plus il y aura d'OGM, plus il y aura de maladies, plus il y aura de cliniques qui vont s'installer, ça c'est clair. Ils sont fragilisés, ça prouve bien que les OGM, finalement, c'est pas si bien que ça, au niveau alimentaire, au niveau de la section des espèces. Alors les races de chiens, je ne connais pas toutes avant là, je crois qu'il y en a un peu plus de 500. Et les races de chats, je les ai reconnues, une cinquantaine. Donc c'est vrai que les chats sont restés assez, entre guillemets, primitifs, en tout cas assez proches de leur ancêtre originel. Merci beaucoup. Donc cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc Maëva nous a parlé qu'on avait certaines politiques face à la problématique du chat qui sont mises en place dans les villes, dans les collectivités locales. Et vous, pensez-vous que la stérilisation et la mise à mort sont des bonnes solutions, des solutions à envisager? Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on considère qu'une chatte met 2 portées par an, en moyenne 5 chattes par portée, dans une vie de chatte, si elle porte tous les ans, ça fait 150 chattes. Voilà. Donc effectivement, la stérilisation peut quand même être une solution. Donc, comme tu l'as cité, effectivement, il y a différents programmes de régulation des populations de chats. La stérilisation est une chose importante. Comme l'a dit Anne, la prolifération des chats est énorme. Il faut prendre en compte, quand on parle de stérilisation, la stérilisation aussi des chiens, de nos chats domestiques qui peuvent sortir. Et lorsqu'on parle du coup d'euthanasie, tel que fait l'Australie à l'heure actuelle, il faut voir ça comme une solution d'urgence en fait, liée à la biodiversité, parce que lorsqu'on va stériliser en masse une population de chats, en fait, on ne va pas diminuer cette population, on ne va pas avoir un impact de diminution immédiat, et du coup, on va continuer, du moins la pression de prédation sera toujours présente et toujours identique. Et pour donner un exemple, à Rome, je crois que ça fait depuis 1991 où ils stérilisent les chats libres, et ils commencent à voir seulement des diminutions au niveau de la population et de l'impact de la prédation. À San Diego, ça fait maintenant 10 ans qu'ils le font et ils ne voient toujours pas de diminution. À Londres, ça fait 4 ans qu'ils le font, il n'y a pas de diminution de population. Donc l'impact de la prédation est toujours là, d'où la décision d'euthanasie par nous. Oui, alors c'est vrai que la solution australienne de l'euthanasie de masse, c'est clair qu'éthiquement et politiquement, et même, je veux dire, presque humainement, c'est difficile à accepter. Pourquoi? Parce que c'est un chat. Si on parlait du sanglier du chevreuil qui allait dire 10 000 ou 20 000, ça passerait beaucoup mieux. C'est vrai que le chat il est proche de l'autre, le chien c'est beaucoup plus difficile. Mais dans certains cas de choses, effectivement, ça peut être des solutions. La stérilisation, effectivement, ce serait la meilleure solution, parce que c'est quand même plus sympa pour le chat d'être stérilisé que de zigouiller. Alors, comme la stérilisation, c'est qu'il y a peut-être je sais pas, je pense, ça fait 20 ans j'en stérilise des chats libres. Je suis avec l'association, c'est hyper compliqué. On parlait du facteur humain tout à l'heure, qui est le facteur pour moi le pire. Mais le problème de la stérilisation, c'est qu'elle sera jamais globale. Et de toute façon, les chats qu'on stérilise, ils sont toujours relâchés sur site, systématiquement, quasiment systématiquement, sauf s'il y a des bras se plaignent. Et de toute façon, sur site, ils sont nourris. Et il y aura de toute façon des chats
Donc des chats supplémentaires qui vont arriver sans arrêt, c'est un flux continu. Et les chats supplémentaires ne sont pas stérilisés, ils ne sont de toute façon pas tous capturés, sauf qu'on avait tous capturés. Donc c'est vrai qu'il faut des années pour que la stérilisation suffise à réduire le nombre de chats. C'est quasiment impossible, voire des décennies. Et puis le chat est dur, c'est un animal qui est coriace. D'ailleurs, nos vétérinaires ils nous aident beaucoup parce qu'ils résistent énormément. Donc souvent, les clients pensent que non vétérinaires, maintenant c'est un chat. Je veux dire, un mal équivalent que le chien, il ne survit pas et le chat, il vit des mois, voire des années. Notamment dans certains cas de maladies rénales ou autres. Donc les chats sont ultra résistants à beaucoup de maladies. Donc c'est vrai qu'on a des chats libres, ultra résistants, qui sont la plupart du temps nourris, voire surnourris, et qui sont que partiellement stérilisés. Parce que les écolos sont obligés de le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les associations qui s'engagent, qui se mettent au travail pour le faire, et encore une fois, ils sont trop nombreux. Si la solution n'est pas globale, si elle reste partielle, il n'y aura jamais d'effet, en tout cas à court terme, sur les populations de chats. C'est quasiment impossible. D'où l'exemple extrême australien. Là-bas, ils ont l'habitude aussi, parce que c'est un peu écolo, parce qu'ils ont déjà fait ça sur les dragons, les kangourous, enfin bon, c'est un peu leur dada de tirer sur les animaux errants. Mais c'est vrai que cet exemple-là, je peux le comprendre, parce que c'est pas forcément, peut-être dans certains secteurs, il y a beaucoup trop de chats, c'est des espèces vraiment vulnérables, des espèces endémiques vraiment en voie de disparition, pourquoi pas. Après, c'est qu'à grande échelle, je ne sais pas combien de chats, il y a 20 millions de chats, je crois qu'ils vont ça. Alors, ils veulent en tuer 10%, mais c'est vrai que, une fois, d'un point de vue éthique, politique, même, ne serait-ce que médiatique, ça ne passera jamais, c'est aussi que ça passe. Et est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas, c'est une question à concilier peut-être les deux, pour essayer de faire un quota de nombre de chats pour pouvoir concilier quand même les dommages causés à la biodiversité, mais leur présence aussi, est-ce que Effectivement, ça pourrait être une solution dans la mesure où, avec l'euthanasie, on a une réponse immédiate et avec la stérilisation, on a du coup une solution sur le long terme. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, et c'est ce que préconisaient les Italiens d'ailleurs, c'est de former la population à ces gestions de population de chats et de surtout sensibiliser la population sur l'abandon. Parce que ce qui cause problème et ce qui augmente les populations de chats errants, ce sont en fait les chats domestiques qui sont soit abandonnés ou soit dits retournés à l'état libre parce que les gens ont une certaine vision du chat comme étant l'individu libre qui peut retourner au sauvage quand il le souhaite, sauf que lorsqu'il a déjà été domestiqué, lorsqu'il a vécu en appartement, qui n'est pas stérilisé, du coup, on en revient sur ce que disait Anne, sur les capacités de production de cet animal. Et est-ce que vous pensez que finalement mettre en place une campagne grande envergure pour sensibiliser les propriétaires, ça pourrait plus fonctionner, il y aurait moins d'abandon? Parce que finalement, c'est ce qui a un peu mis en place, il y a pas mal d'associations sur Strasbourg qui font de la médiation vis-à-vis de cela. Et finalement, pour quel résultat? Malheureusement, on a toujours des chats errants. Est-ce que vous pensez que finalement, je ne sais pas... La médiation, oui, doit être présente. L'information, elle doit être présente. Elle se fait à travers les associations, mais pas uniquement par les associations. Parce que si on laisse les associations à elles seules de porter tout ce poids-là, elles ont déjà beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilités. Je pense que ça doit faire partie d'un mouvement collectif qui doit regrouper à la fois les collectivités, les vétérinaires, les professionnels du milieu, les associations, les éthologues, donc les scientifiques qui travaillent sur cette problématique pour apporter un regard objectif. Et tout comme on l'a fait pour les chiens dans certains pays, où on forme les propriétaires de chiens à recevoir leur animal, à comprendre leur animal, pour le chat, ça peut avoir le coup de le faire également. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que sur Strasbourg, ils ont commencé justement à mener cette réflexion avec la ville. Des adjoints au maire s'intéressent notamment à cette thématique-là. Donc c'est tout début de la réflexion. Je ne sais pas, ils parlaient de stérilisation pour l'instant. Mais effectivement, nous, en tant que comportementalistes ou même vétérinaires, on a un rôle d'information aussi
pour donner des outils finalement de compréhension de cet animal. Le chat, voilà, il est particulier, il a des besoins auxquels il faut répondre, et c'est vrai que c'est important aussi de donner ces informations-là avant d'adopter un animal. Pour la formation, la sensibilisation des propriétaires, c'est vrai qu'il faudrait se dire, pour les Suisses, ils sont déjà assez en avance là-dessus, c'est qu'obliger les gens à faire une espèce de micro-stage avant d'acquérir un chien, un chat, et quasiment obliger les gens, il y a des lois qui obligent les gens à tatouer leur chat maintenant depuis quelques temps. Pour les chiens, c'est obligatoire depuis quelques années, mais les chats, c'est récent. Et on peut obliger les gens qui ont des chats, qui habitent en maison ou qui sortent, on peut les obliger à les stériliser. Alors après, qui va contrôler derrière que j'ai l'expérience, par exemple, du tatouage, enfin, après de l'identification des chats par un tatouage ou par un transpondeur. On informe toujours que l'identification est obligatoire et les trois quarts des gens qui refusent de le faire, c'est justement parce que c'est obligatoire. Et après, ça c'est très franco-français. Hein. Les révolutionnaires, c'est comme ça. On ne peut pas exiger, pas la réforme, on ne pas grand-chose finalement dans ce pays. C'est vrai qu'obliger les gens, c'est très difficile. Et on va même obliger les gens à avoir qu'un seul chat, comme les Chinois à l'époque, ça a changé la politique du chat unique. Ça, on vous avez un chat, vous n'allez pas avoir un deuxième, et puis voilà, puis s'il y a une chez quelqu'un avec un deuxième chat, on les dénonce. Le chat, c'est pas bien. On vous dénonce à la mairie. On fait de la dénonciation actuellement, parce qu'on dénonce les gens qui ont des chiens bordeurs. On est obligé, depuis quelques temps, à chaque visite d'un chien bordeur, de déclarer le maire. En gros, on dénonce notre client, c'est toujours un peu difficile. Hein. C'est toujours des soucis quand j'en parle aux gens, voire des fois ça se passe plutôt mal. Je leur explique que c'est pour les responsabiliser justement, parce qu'on parle de responsabilité, je leur dis je suis obligé de dire que le chien a mordu, parce que là c'est la loi. Moi j'ai connaissance, je suis professionnel d'une morsure sur un humain. Si je ne déclare pas cette morsure et que dans 6 mois votre chien tue un gamin, c'est moi qui passe à la télé, au 20h. Donc c'est pour ça que je dis je mets des doigts, votre chien est mordu, je vous dénonce. C'est vrai qu'on pourrait un peu obliger les gens effectivement, on n'a pas la même idée en fait. En passant par les professionnels, donc les éthologues, les comportementalistes, les vétérinaires ou d'autres, les associations, on peut obliger les gens effectivement à faire plus attention, à prendre 50 chats, à les stériliser au maximum, mais encore une fois, c'est pas si simple. Et dans la pratique courante, dès qu'on sort le mot obligatoire, en général, les 3 quarts des gens sont, je dirais, assez ouverts. Hein. Et il y a quand même un pourcentage de propriétaires qui sont rarement opposés. Donc dès qu'on les oblige en gros, ils sont. Donc c'est pas si. Donc en tout cas, on les sensibilise. Hein. Je pense que tout le monde, on les sensibilise. C'est pas un souci. Moi, je passe mon temps à les rejoindre, à arrêter de prendre des chats, comme c'est déjà dit. Ils sont réceptifs et... Pas tous forcément, quoi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le facteur vraiment limitant, c'est quand même l'humain. Son image est là, il ne peut rien. Il n'a pas choisi d'être là, il n'a pas choisi d'être produit à l'outrance. Hein. Les chats, ils sont mis ensemble, ils sont rassemblés ensemble par le nourrissage. Ils ne peuvent rien, ils sont doublement victimes. Et après, en plus, c'est eux qu'il faut abattre, euthanasier ou stériliser. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est clair que la base, c'est comme l'information, la sensibilisation, et puis, comme je l'ai dit, pourquoi pas, avec un gros bémol, l'obligation. Et justement, à cette obligation, une loi qui serait mise en place, est-ce que ça ne pourrait pas amener d'autres problèmes, par exemple un abandon plus important des chats, une moindre adoption? Est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi faciliter ce genre de pratique? Alors au niveau de l'abandon, je ne saurais pas répondre. Il faudrait soit voir avec les intervenants ou avec les refuges. Par contre, ce que je peux dire, c'est lorsqu'en 1999, on a passé la loi pour les chiens de catégorie, effectivement, les éleveurs avaient peur pour ces races-là de voir leur vente de chiens baisser. Et apparemment, c'est ce qui a eu lieu les premières années. Et à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Parce que les populations qui adoptent des chiens de race catégorisée ont changé. Ce ne sont plus des personnes qui vont prendre un chien comme ça pour essayer d'impressionner, mais ça va être des vrais amoureux de la race. Alors on peut envisager que si une loi se fait dans ce sens-là, les gens qui adopteront par la suite, ça se fera peut-être pas immédiatement, hein, parce qu'on est quand même 16 ans après 99, hein, peut-être que les gens qui adopteront par la suite seront plus responsabilisés et le feront plus par respect pour le chat et non pas comme de jouer sous le sapin de Noël. Et c'est vrai que justement les permis ça existe dans
des animaux. Et du coup, voilà, on ne sait pas si on a des chiffres là-dessus sur est-ce que ça a baissé le nombre d'adoptions en Suisse. Il y a la Suisse, qui pratique ça. Là, j'avoue, j'ai pas les chiffres en tête par rapport à ça. Mais voilà, l'idée de responsabiliser, c'est important. Hein. Un animal, voilà, c'est pas un objet. Le souci qui se pose, et qui se posait peut-être pas il y a 20 30 ans, c'est qu'on l'intègre de plus en plus comme un membre de la famille. Et c'est aussi ça qui pose un souci. On est beaucoup dans l'anthropomorphisme, à lui donner donc des qualités humaines à ces animaux de compagnie. Or, voilà, il y a des besoins bien particuliers. Un chat, c'est un chat. Chaque chat a son caractère. Il faut pouvoir s'adapter, lui donner des conditions de vie, d'aménagement aussi de l'environnement, d'enrichissement de l'environnement, pour qu'ils se sentent bien chez nous. C'est vrai ce que tu dis pour l'anthropomorphisme qui s'est nettement aggravé ces dernières années. Et je me souviens de mon prédécesseur, quelques années, qui disait à l'époque, quand il a commencé à exercer au début des années 70, soigner un chat ou pouvoir mettre un chat sous perfusion, c'était de la science-fiction. Parce qu'on prenait vraiment les chats, ça faisait des beaux fous furieux, même le mettre dans un box, hospitalisé, pour lui c'était de la science-fiction. C'est vrai qu'aujourd'hui les chats, en fait, on les soigne évidemment comme les chiens. Ils ne sont pas encore autant médicalisés, effectivement. C'est vrai que le chien d'ailleurs a pris beaucoup de place dans les foyers. Ça nous met une pression énorme à nos vétérinaires, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, c'est comme si on soignait un humain. Ça c'est clair, ça je le vois tous les jours. Et j'ai aussi pas mal de remarques, de plus en plus de gens, comme récemment une dame qui me disait qu'elle aimait plus son chien que sa propre fille. Alors quand j'entends ça, je peux pas vraiment, c'est pour vous dire l'impact qu'a l'animal actuellement. Les animaux, en fait, c'est vrai que c'est. Alors, ça fait toujours, oui, un petit peu sur un ton un peu léger, oui, c'est la mort de la famille, c'est sympa. Mais là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment la mort de la famille. Et quand il y a des décès d'euthanasie, c'est souvent dramatique. Hein. C'est vrai que des fois, je me demande si je ne vais pas devoir faire appel à un service de psychologue, des fois, pour les gens qui viennent chez moi pour des euthanasies, tellement c'est difficile à gérer. Et je préviens de plus en plus, je préviens les stagiaires. Vas-y, je vais regarder attention à la réaction. Parce que comme ça n'existait pas il y a 15 ans, franchement. Il y avait vraiment peu de difficultés avec l'euthanasie. Et il y a de plus en plus après d'anthropomorphisme aussi, évidemment. Du vivre animal aussi après, parce que maintenant, ça y est, des cimetières pour animaux, il y a de plus en plus d'incinération individuelle, les gens viennent récupérer les urnes. Et encore tout récemment, il y a de nouvelles urnes maintenant qui ont la forme de l'animal, ça j'en ai vu là arriver chez moi. Je ne sais pas que ça existait, c'est des gens. Des animaux que j'ai endormis moi-même et qui sont passés donc, chez l'incinérateur, et les zones arrivaient chez moi, et après je rappelle les gens pour leur donner l'urne. Et là j'ai vu les zones arriver, j'avais dit c'est impossible, je veux bien l'incinération individuelle, ça ne me pose aucun problème. Là, après faire une urne à l'effigie d'animal, ça m'a quand même un petit peu dépassé. Alors, je suis peut-être un peu ringard, c'est pas de ma génération, mais c'est vrai que ça va se développer de plus en plus, je pense, là, c'est vraiment impressionnant. On a quelques cas d'actualisation aussi, mais ça c'est plus anecdotique. Ça, je ferai pas ça avec ma grand-mère. Alors là, on a parlé de beaucoup de solutions, justement, pour diminuer le nombre de chats en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à diminuer ce nombre de chats? Est-ce qu'ils ne sont pas utiles dans la régulation de certaines autres espèces? Est-ce qu'ils ne jouent pas un rôle, justement, dans la biodiversité, dans le cycle? Ou est-ce que c'est anecdotique par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur d'autres espèces? Il y a Robert Hénard, un naturaliste et artiste suisse, qui disait en parlant des lapins que si le renard n'existait pas, donc les champs où vivent les lapins en fait, seraient des déserts remplis de crottes. Et que le meilleur ami du lapin, finalement, c'est son prédateur, c'est le renard. Donc c'est clair que tant qu'il y a un équilibre, le meilleur ami d'une proie, si je puis dire, c'est quand même son prédateur. Donc c'est vrai que les chats ils en faut, c'est pour ça que les chats, il y a entre 8 et 10 ans, ils ont été importés en Europe, c'était justement pour ça, pour son rôle de prédateur et pour réguler les micro-mammifères. Parce que le problème des micro-mammifères, c'est qu'ils ont des cycles et que la naissance de l'agriculture, c'est accompagné en fait de la prolifération de rongeurs. Et puis évidemment, ça a été néfaste, parce que les rongeurs, quand ils sont en phase haute de leur cycle, ils détruisent toutes les cultures, donc les 4-5 ans, les destructions massives de cultures. À cette époque, donc, le chat était apporté pour ça. C'était la lutte biologique par
Voilà, c'est profiter du lieu, effectivement, la régulation naturelle. Puis après, évidemment, les chats sont reproduits et les gens ont été un petit peu dépassés. En tout cas, c'est vrai que de toute façon, le chat est de toute façon un rose, c'est clair. Le problème du chat, notamment du cas australien, aux études côté en Angleterre ou aussi aux États-Unis, c'est dans certains secteurs, dans certaines régions, ils sont trop nombreux. C'est vrai pour tout déséquilibre. Il peut y avoir trop de prédateurs ou pas assez de prédateurs. Dans les deux sens, s'il y a un déséquilibre, il y a un souci. Et même un grand nombre de chats, il ne facilite pas le bien-être de chaque chat. Ah ben ça, on va en parler, plutôt mes collègues pourraient en parler. Effectivement, la densité de chats va influencer sur le bien-être du chat. Le chat n'est pas un animal qui va vivre en groupe. On peut prendre les exemples des chats sauvages. On ne va pas les voir des attroupements. Là, on les contraint, notamment par des nourrissages, parce qu'il y a un accès facile à la nourriture. On va avoir un abattement de chat qui va se tolérer pendant ce temps de nourrissage, mais on ne peut pas considérer que ça soit du bien-être pour les chats, même s'ils mangent à ce moment-là. Sur besoin d'un territoire réservé. Effectivement, ils ont un territoire, ils sont capables d'échanger, du moins de traverser les territoires des uns et des autres. Mais si on observe bien nos chats, même nos chats domestiques, les gens sont capables de nous dire tiens, il sort à telle et telle heure. C'est sorti, ça va toujours être sur ce créneau horaire-là. Et c'est marrant parce que, par exemple, il sort à 18h, mais à 17h, le chat de la voisine, lui, était dehors et lui, il ne sortira jamais à 17h. Les chats régulent leur passage aussi comme ça, et grâce notamment au marquage, parce qu'ils savent qui est passé avant. Voilà. Merci. Oui, on parlait du bien-être des chats. Effectivement, quand on a beaucoup, il y a énormément de bagarres aussi. Donc c'est quelque chose qui est très épuisant pour les chats et puis qui peut avoir des conséquences quand même assez graves. Et c'est souvent pour les chats entiers, justement. C'est vrai que la stérilisation diminue un petit peu ce phénomène-là. D'agressivité et de protection du territoire, sachant que le territoire du chat, il ne s'arrête pas à notre clôture du jardin, pas bien plus loin. Les femelles ont un territoire plus petit qu'un mâle, en général. Voilà, mais c'est au limite des territoires qu'il y a souvent ces conflits. Ce sont des bagarres très violentes, intenses, brèves et très fortes en bruit. Voilà, il y a beaucoup de vocalisme en fait. Et ça peut aussi déranger finalement. Donc je peux raconter un petit peu sur... Juste un petit commentaire sur le bien-être, parce que ça, on le voit aussi sur la santé. Et on constate que les chats qui vivent notamment en appartement, en groupe, qui sont trop nombreux, du fait du propriétaire, parce que souvent les gens pensent que le chat s'ennuie, donc ils en rajoutent un deuxième, un troisième, un quatrième. Plus on rajoute de chats dans un groupe, sur un territoire restreint, plus il y a des pathologies. Ça c'est clair, ça on le vit, ça nous vétérinaire tous les jours. Donc des alopécies extensives, donc des chats qui se lèvent sans arrêt, un petit peu une espèce de toque, comme les gens qui se mangent les cheveux. Des cystites de stress, et puis évidemment des petits conflits, des bagarres, pas aussi sévères que celles de chats entiers, donc il y a aussi des petites bagarres. Et souvent je dis aux gens, il y a trop de chats chez vous, ça passe souvent très mal, souvent on remarque, mais c'est vrai, je suis logique, il y a trop de chats sur un territoire restreint. Et j'ai eu plusieurs fois des cas où les gens, à posteriori, ont dit oui, vous avez raison, c'est comme des gens, des tours de chats, on a toujours un chat malade, donc ils viennent 2, 3, 4, 5 fois par an chez le vétérinaire parce qu'il y a des cystites hémorragiques. Puis à chaque fois ils râlent parce que ça coûte cher, et je leur dis, vous avez le chat, il faut assumer. Et quand un des chats décède, on regarde si c'est le chat qui est pas malade qui décède, le chat malade, il est plus malade. Il ne le voit plus. Le chat n'a plus de cystite. Donc c'est vraiment clair, même dans le corps du chat, c'est une physiologie. Et ça les rend vraiment malades physiquement, en surpopulation. Ça, c'est des surpopulations artificielles, une fois du fait de leur vie. C'est peut-être moins vrai à l'état sauvage, parce qu'il y a un peu plus d'espace, en tout cas, dans l'appartement, c'est clair qu'il y a des pathologies liées au nombre de chats, ça c'est évident. Et selon vous, quel est le nombre de chats, on va dire, optimal à avoir dans l'appartement, justement? C'est un seul. C'est un seul, d'accord. Ça c'est clair. Après, les chats qui ont grandi ensemble, ça se passe assez bien quand même. Ils ont plusieurs chats d'appartement, des fratries, franchement, ça va, ça se passe pas si mal que ça. Je dirais même sur des chats à rêve, on a aussi trouvé que les chats à rêve, des chats libres, qui étaient nourris finalement, qui s'accoutumaient un petit peu à la présence d'autres chats, qui arrivaient à l'instar des chiens, qui même établissaient une espèce de hiérarchie. Alors que c'est pas vraiment chez le chat. Donc
Donc il y a même des chats arrêts qui arrivent à créer des espèces de hiérarchie, des espèces de buzz, si je puis dire, avec un super dominant, et puis des chats dominés ou des co-dominants. Donc les chats sont assez malléables, ils peuvent s'accoutumer d'être dans d'autres chats, ils font avec, si je puis dire. Mais par contre, il y a un impact sur les êtres. C'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'ils s'échouent qu'ils vont bien. Ils sont quand même pas super bien dans leur peau et dans leur corps. Donc une sensibilisation des propriétaires par rapport au nombre de chats aussi à avoir en appartement. Ah oui, c'est clair, oui. Oui. Alors je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques instants concernant le bien-être du chien individuel. Donc il y a des idées qui circulent, qu'on entend très souvent, que voilà, en stérilisant les animaux, on leur enlève cette capacité de se reproduire, on change finalement, on modifie l'intégrité physique de l'animal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je dis qu'il y a surtout beaucoup d'anthropomorphisme dans tout ça. Oui, probablement. On le voit beaucoup lorsqu'on a des clients en face de nous et qu'on parle de stérilisation, notamment au niveau des messieurs, quand on va casser un chat, on a l'impression de les castrer eux-mêmes, de proposer la castration chez l'homme directement. Donc il y a beaucoup d'anthropomorphisme. Après, depuis tout à l'heure, on parle bien du fait que le chat a été amené par l'homme et que toute cette population qu'on a à l'heure actuelle est de manière artificielle. C'est donc à l'homme également de gérer ce problème-là. Et tout comme on a fait nos races, parce que en faisant nos races de chats, nos races de chiens, les différentes races qu'on a à l'heure actuelle, on l'a bien dit, c'est de l'OGM, clairement, et on a porté atteinte à l'intégrité physique de nos animaux. Donc là, on est dans la même continuité. Et pour ce qui est de la stérilisation, bon, franchement pour le chat ça passe quand même assez bien. Le chat il a l'avantage de marquer le territoire. Quand ils ont changé 2 fois le canapé à 3 000 € en général, il y avait de voir. Et c'est vrai qu'ils ils ont 2 gros défauts. J'avais castré, et à chaque fois je leur dis dans 2 mois vous revenez. Ils reviennent tous. Une fois parce que le chat il a pissé partout, quand même, ça sent mauvais. En général, le propriétaire homme supporte moins bien les odeurs que son épouse. Et le défaut, ça c'est au début de la vie du chat et à la fin de la vie du chat, c'est rarement l'homme qui vient pour l'euthanasie. Ils sont beaucoup trop sensibles. Donc il y a une espèce de sensibilité, pour pas d'être sensiblerie, il ne faut pas qu'on touche leur animal, il ne faut pas qu'on casse, il ne faut pas qu'on l'euthanasie. Donc c'est vrai que les hommes avec la petite tâche, ils sont assez lâches de ce point de vue-là. En tout cas, globalement, la castration, ça passe super bien chez les chats et les chats, parce que pour les mâles, évidemment, ils glissent partout, et puis pour les femelles, les gens ne veulent pas les porter 3-4 fois par an. Et ça passe un peu moins bien chez les chiens, parce que les chiens créent peu de nuisance. Le chien non stérilisé, mâle ou femelle, qui fait très peu de nuisance. Globalement, en tout cas, les gens qui médicalisent, il y en a très peu de gens qui médicalisent un animal à un chat qui ne soit pas stérilisé. C'est rarissime. Je voulais juste rebondir sur la stérilisation. Ça a quand même des effets souvent sur l'embonpoint du chat qui manque d'activité. Voilà, parce que voilà, il stocke un petit peu plus. Donc c'est vrai que souvent les chats, que ce soit mâles ou femelles d'ailleurs, sont plus enclins à développer ça. Et je voulais rebondir aussi sur l'idée toujours du bien-être du chat. Le chat qui sort, il ne faut pas oublier que le chat c'est un animal opportuniste qui va profiter des ressources, que ce soit alimentaire, le confort, les refuges, etc. Et c'est vrai qu'on ne pourra jamais forcer un chat à rester chez nous s'il ne se sent pas bien. D'où l'idée qu'effectivement des chats qui ont accès à l'extérieur vont peut-être avoir une autre résidence finalement, où on leur apporte peut-être de la nourriture, du confort, et peut-être s'éloigner de plus en plus s'ils se sentent vraiment pas bien. Donc le bien-être, c'est aussi respecter ça et faire en sorte qu'il ait envie de rester chez nous. Toi, fini. Il nous reste une ou deux questions. Allez-y, après on pourra passer au public. Alors, vous parliez d'un point de vue éthique, est-ce que du coup vous pensez que c'est plus raisonnable de protéger la biodiversité globale par rapport aux chats, et de quel droit est-ce que vous pensez qu'on a le droit de privilégier des espèces par rapport à une autre? Est-ce que c'est à base d'études scientifiques qui ont été menées sur le fait que le chat est vraiment une menace pour énormément d'espèces? Voilà. Comment est-ce que l'homme se réserve le droit de décider? Vous avez dit aussi que c'est l'homme qui est aussi responsable
Oui, effectivement, c'est ce que je disais, dans les responsables, on a une responsabilité par rapport à notre écosystème et de maintenir l'équilibre en fait. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut maintenir et on ne peut pas dire ce qu'a dit Brigitte Bardot d'ailleurs et que l'Australie lui a répondu. On ne tue pas le chat parce que c'est un animal domestique, parce que c'est notre chat et en faire de l'anthropomorphisme sur plein d'autres points, comme beaucoup se permettent de faire. Mais on ne peut pas dire on va privilégier le chat par rapport à telle ou telle espèce ou privilégier cette espèce par rapport à d'autres espèces. C'est un équilibre qu'il faut réussir à maintenir et pour ça, il faut prendre le temps d'observer, d'étudier cet écosystème pour ajuster les solutions. Oui, on a déjà parlé, c'est vrai que l'homme est responsable sur une population de chats, comme de celle tout à l'heure. En comparaison des sangliers, les sangliers sont aussi agrégés, ils sont nourris, il y a trop, il faut les réguler. Alors la différence, encore une fois, c'est l'image de le chat, c'est un chat, c'est pas un sanglier, ça passe beaucoup moins bien. C'est vrai que dans l'absolu, objectivement, si vous voulez rééquilibrer ce déséquilibre qui émane de l'homme, il faudrait gérer les chats libres comme les sangliers. Alors, là, ce serait effectivement la solution la plus logique, mais on ne peut pas. Parce qu'un chat reste un chat. On n'a pas tous les sangliers sur le canapé, mais les chats, il y a des millions. Et puis l'image du chat est complètement différente. Le chat, comme je disais tout à l'heure, c'est un membre de la famille. Ça va être très compliqué de gérer ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que la stérilisation seule n'y arrivera pas. Et après, les solutions à l'Australie, c'est clair que c'est quasiment inapplicable dans beaucoup de pays. Je vois mal cette situation. Est appliquée en France, il y a beaucoup trop d'opposition. Je ne dis pas que c'est sans solution, en tout cas, je ne vois pas trop la solution. Sinon, on va citer les mairies et mettre plus d'argent pour la stérilisation et stériliser de manière plus globale, parce que là, il faut qu'il y ait du monde, il faut des gens sur le terrain, il faut qu'il y ait les chats, c'est du boulot. Et les assos n'ont pas le temps, et pas assez de monde, pas assez d'associations. Puis après, il faut que les structures aussi, parce que quand on parle de stérilisation, c'est les métaux qui stérilisent. Les métaux sont aussi enclins à faire, et tous les métaux, on va se mettre à faire ça non plus. Et enfin, notre dernière question, c'est est-ce que vous pensez qu'on pourrait envisager, je crois qu'on a un peu la réponse, une régulation naturelle de la population des chats sur si vis-à-vis des compétitions pour un territoire, pour la nourriture, peut-être en introduisant un prédateur ou en faisant. Alors, c'est ce qu'on a répondu progressivement pour ce débat. Effectivement, ça serait difficile. On voit que les populations de chats ne cessent d'augmenter. Donc, il est difficile de voir comment, naturellement, un chat pourrait, du moins la population de chats pourrait s'autoréguler. Oui, c'est quasiment impossible. À part utiliser une manière assez vicieuse que j'ai utilisée en Australie, c'est introduire un virus. Évidemment, mais sinon, c'est quasiment impossible. Je ne vois pas non plus facile d'avoir ça une solution, mais c'est pour moi une mission impossible, parce qu'encore une fois, il y a les facteurs humains. Et les facteurs humains, les lois de protection animale, le chat, c'est un chat, même s'il est semi-libre, la plupart sont des chats domestiques, on ne peut pas, je dirais, gérer un chat domestique qui est mal protégé par la loi. Et un membre de la famille, comme n'importe quel animal sauvage, comme n'importe quel gibier, c'est impossible. Nous allons finir avec ces questions. Donc, merci à vous trois. Et puis, donc, vous avez un petit temps, vos audiences, si vous voulez leur poser des questions. N'hésitez pas. C'est votre tour. Oui. Alors, en fait, ma question concerne les chats comme les chiens. J'aimerais votre avis, en fait. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être aussi une solution, par exemple, de durcir en fait, les formules d'adoption, éventuellement de limiter les élevages, parce qu'il y a énormément d'élevages de chats, de chiens, etc., en France ou ailleurs, et éviter éventuellement tout ce qui est vente en animalerie, parce que ça aussi, je trouve que c'est très mal encadré, ça pose beaucoup de soucis, par exemple, entre tout ce qui est élevage, client d'Est, etc. Est-ce qu'à votre avis, ça pourrait être une solution? Alors oui, il y a pas mal de choses à faire, dans tous les domaines d'ailleurs à ce niveau-là. Les ventes en animalerie, alors je ne suis pas pour non plus, puisque souvent les chatons qui sont vendus sont pas sevrés. Donc
socialisation, hein, de capacité d'adaptation qui n'ont pas, et beaucoup de problèmes de comportement dans leur nouvelle famille, clairement. Mais le sevrage, c'est partout le problème finalement, sauf dans les élevages, où les éleveurs des chats sont très sensibles quand même à ça, je trouve. Il n'y en a pas tant que ça finalement des élevages de chats, parce qu'il n'y a pas tellement de races non plus. Il faudrait respecter le sevrage, c'est-à-dire à minimum 3 à 5 mois, hein, l'adoption d'un chaton. C'est pas du tout le cas, et c'est vrai qu'on se retrouve nous après en consultation avec des chats qui présentent des troubles du comportement, des problèmes de comportement, d'agressivité, tout dans l'hyper. Hyper sensible, hyper émotif, hyper agressif, malpropre, hyper attaché, donc ça plaît, parce que ce sont souvent des chats chiens, donc très peu de colle, mais qui supportent pas la solitude. On dit souvent que le chat c'est un animal indépendant, mais pas dans ce cas-là, justement. Donc quand on le laisse seul, il va se mettre à faire des griffades partout, à faire en dehors de la litière ses besoins, etc. Donc il y a un gros travail à faire de sensibilisation publique, déjà par rapport à ça, parce que ce qu'il a manqué au début, finalement, ça manquera tout. Et ça joue sur l'équilibre comportemental finalement de l'animal. Et nous, voilà, on ne peut pas tout changer quand ça a manqué au début. Donc lui, il y a du travail. Hein. Et les éleveurs, voilà, je trouve qu'ils font quand même un super boulot en général pour les chats. Je dirais moins pour les chiens. Oui, alors tout ça c'est très juste. Alors c'est vrai que c'est limiter les élevages de chats et de chiens, ça sert à rien parce que c'est que des élevages d'animaux de race. Franchement, c'est ouais, ils ne posent pas de problème, les gens ils dépensent 800, 1500 euros pour acheter des gens, ils sont assez concernés. Il faudrait, ouais, manifeste avec les animaux sont vendables, si je puis dire, à partir de l'âge de 2 mois, c'est une hérésie, quoi. Il faut attendre au moins 3 mois. C'est pour ça que sur le bon coin, pour tous les chiots, chatons, dès qu'ils ont 2 mois, on va dire mettons, on va sur le bon coin. Ça c'est vraiment un souci. Après, pour limiter le nombre de chats en adoption, refuge d'espère, c'est pareil, il y en a, quelques dizaines de milliers, c'est pas. Moi, c'est plutôt je suis plus critique, c'est effectivement, comme c'était dit, le secteur animalerie. C'est vrai que le vendre des chiens et des chats animalerie, ça doit être interdit. Parce qu'il y a un problème effectivement de sevrage, un problème de comportement. Et j'ai contrôlé les animaleries, j'ai travaillé pour les animaleries. Et ma condition, c'était qu'il n'y ait pas de chien et chat, et le jour où ils ont mis des chats, je suis parti, et j'ai compris, quand ils ont ramené des chats dans cette animalerie, que les chats, en fait, c'était juste pour se faire de l'argent, ou une vitrine, en fait, ces chats étaient capturés dehors, c'était des chats européens, c'était des chats de race, dans des fermes ou ailleurs, et puis ils étaient juste revendus parce qu'il fallait qu'il y ait des chatons en vitrine. Donc les gens achètent des croquettes, achètent des caisses, achètent des litières. Donc c'est vrai que ce système-là devrait être interdit, en tout cas, ne serait-ce que pour des problèmes dits de comportement. Et de sevrage, on va interdire le chien et le chat en animalerie. Après, l'animalerie, il y a pour un poisson rouge, un oiseau, je ne sais pas, qui ont des belles vies non plus, voilà. Ou un mammifère, pourquoi pas, il y a beaucoup moins de comportements dans ces espèces-là. En tout cas, le chien et le chat devraient être interdits. Mais les élevages, globalement, les élevages, ne posent pas de problème, ils ne sont pas très nombreux, surtout pour les chats, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'élevage de chats, et ça ne concerne que les chats de race. Il y a 2 ou 3% de la population de chats en France, des chats de race. Je ne parle pas d'achat, je ne parle pas des chats de gouttière. On appelle aussi les chats de race européenne. Et tous les chats de race sont très peu nombreux. On dit juste en fait sur le côté législatif parce qu'il était question à un moment donné, au niveau de l'Europe, d'interdire justement le positionnement en vitrine des chatons et des chiots pour éviter les achats compulsifs. Donc il y a certains pays qui l'appliquent déjà. Et il était également question d'interdire les foires, les salons des animaux, pour pas pour pénaliser les éleveurs, mais pour éviter les achats compulsifs et responsabiliser un peu plus les futurs adoptants. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut réfléchir. Je voulais juste rebondir sur les chats de race. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dehors. Donc ils n'ont pas d'impact sur la biodiversité. Quand j'ai dit des élevages comme ça, c'était surtout l'animal. Une autre question? Oui. J'aurais une question, en fait, ce serait plutôt sur. C'est un peu naïf comme question, mais c'est. Est-ce qu'il est possible d'avoir un impact sur l'instinct de chasse du chat? Est-ce que c'est possible de le résorber ou c'est vraiment ancré génétiquement dans le Alors, ce qu'on peut observer, c'est vraiment ancré, parce que même un chat intérieur qui vient en appartement,
Qu'est-ce qui va remplacer la chasse? C'est le jeu. Les chats qui sortent, ils ne vont pas jouer. Voilà, le jeu remplace vraiment la chasse et c'est pas le jouet en lui-même qui va être stimulant, c'est le mouvement irrégulier en fait du jouet. C'est très rare, enfin, j'en connais des chats qui jouent seuls, mais souvent le propriétaire doit agiter voilà, la petite plume, le petit bouton de l'air, etc. pour faire jouer le chat. Il en a vraiment besoin. Vous prenez un chat qui a été élevé au biberon, on retrouve ses comportements de jeu et de chasse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez le chat et qu'on n'arrivera pas à stopper, même si ce qu'il ne faut pas faire, pour retirer les portées à la mer. Alors il y a quand même des méthodes qui permettent, si vous mettez une clochette à votre chat, ça va diminuer de 50% quand même le pourcentage d'animaux qu'il va attraper par jour. Il faut savoir que ça marche quand même plus sur les micro-mammifères que sur les oiseaux. Et dans certains cas, certains chats apprennent à mettre la clochette avant dans leur gueule, avant de sauter sur la proie. Mais les études qui ont été faites montrent une diminution de 50% de la chose. Alors après, vous pouvez faire comme un chien. Vous pouvez mettre un collier électrique, et puis dès qu'il s'approche d'une proie, paf. Mais en même temps, si c'est pour avoir un chat ou un chien et que je me suis lancé à lui mettre de telles méthodes, je veux dire, éthiquement, c'est pas possible non plus. Donc si c'est pour avoir un chat, c'est pour le laisser faire des choses qui sont dans son bien-être et pas dans son bien-être. J'ai une question. On a beaucoup parlé après sur les micro-mammifères et sur les oiseaux. J'avais un chat qui chassait énormément de reptiles, des petits lézards des murailles ou des serpents. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça a justement sur la population de reptiles ou d'amphibiens? Parce qu'un amphibien, c'est aussi de la taille d'une proie de chat. En fait, en Angleterre, je ne vous ai pas donné tous les chiffres tout à l'heure. Donc, je vous avais dit 52 à 63 millions de mammifères tués en un été par les chats, 25 à 29 millions d'oiseaux. Et en fait, pour tout ce qui concerne reptiles et amphibiens, on est à 4 à 6 millions d'animaux tués. Donc, c'est 10 fois moins que les oiseaux. Et ce ne sont pas forcément les proies privilégiées par les chats. Mais il y a un impact quand même. Il est plus léger, clairement plus léger. Comme vous avez dit, ils ne chassent pas forcément pour le manger, mais pour jouer. Voilà, pour jouer. Voilà. Autre question? Oui? Je voulais juste vous demander pour les chats domestiques, quand ils vont s'hybrider avec les chats purs, c'est les chats, je crois que vous avez dit, est-ce que là l'impact... Ouais, c'est excusez-moi. L'hybridation, c'est bien chat, on appelle ça. Non, les chats arrêtent, c'est des chats domestiques qui sont redevenus sauvages. D'accord. Mais ça reste un chat domestique. L'hybridation, c'est un mélange. En fait, les espèces sont interfécondes. En gros, c'est la même espèce. Ça prend deux espèces, avec des sous-espèces différentes, qui se reproduisent entre elles. Donc le chat forestier, c'est Felis silvestris, et le chat domestique, c'est Felis silvestris catus. Donc c'est des sous-espèces différentes, c'est la même espèce. Elles peuvent s'hybrider, donc il y a une pollution, on va dire génétique, du chat domestique vers le chat forestier. Alors on pourrait dire que la pollution est dans l'autre sens aussi. On s'inquiète plus pour le chat forestier parce que c'est une espèce sauvage, entre guillemets naturelle, originaire de la région, alors que le chat domestique c'est une espèce invasive finalement, une espèce exogène importée. En tout cas, le charret, c'est un chat domestique redevenu sauvage. D'accord, je croyais que le charret, c'était le nom qu'on donnait à l'hybridation. Mais du coup, ma question c'était est-ce que l'impact d'un chat après l'hybridation, est-ce que l'impact sur la biodiversité c'est la même ou pas? Oui, après ça, oui, c'est un chat, c'est un prédateur. Oui. Et ça va pas diminuer, parce que non. Le chat. De toute façon, la prédation c'est un instinct. On l'a dit en fait. Le chat, tout prédateur, instinctivement, même s'il n'a jamais chassé de sa vie pendant 10 ans, il va se mettre à chasser. C'est l'instinct du prédateur, c'est dans ses gènes. Qu'ils soient hybrides ou pas hybrides, c'est l'espèce. Il n'y a pas d'influence. C'est-à-dire qu'un chat hybridé ne sera pas moins ou plus chasseur qu'un autre. Ça reste un félin. Le chat domestique, justement, par sa sélection par l'homme, ne tue pas plus les micro-mammifères ou oiseaux par jour qu'un chat sauvage. Alors, après, peut-être pas. C'est vrai que le chat sauvage, a priori, lui, il faut qu'il économise. Il faut qu'il s'économise. Donc, il a moins joué
jouer, c'est clair, il va manger aussi plus par opportunisme, parce qu'il ne va pas forcément avoir à manger tous les jours. Donc, en gros, un chat sauvage, par exemple, il va tomber sur une souris, il va en manger 50, il peut en manger 50, parce que l'estomac peut se dilater énormément, et après, pendant 15 jours, il ne mangera plus. Oui, il peut en manger que lui, et pendant 15 jours, il ne mangera plus, parce qu'il ne trouvera pas autre chose. Donc, forcément, la prédation peut être moindre, mais le chat domestique, il est nourri tous les jours, a priori, par son propriétaire ou par les voisins. Il va prédater un petit peu pour jouer, pour manger, il va peut-être manger. Les gens me le disent souvent, hein, il mange une souris, il mange les 3 vivantes, hein, ça c'est un grand classique, juste en vrai, il n'a pas faim. Alors que le chat sauvage, il va vraiment manger, prédater pour manger. Et le chat domestique, il va être plus joueur, effectivement, parce qu'il va faire jouer avec n'importe quoi. Vous savez tous, hein, vous mettez même une lumière sur un mur et il va courir après, il aura faim. Et donc je pense que globalement, la prédation, elle peut être quand même plus néfaste. La prédation du chat domestique peut être plus néfaste parce que même s'il n'a pas faim, il va continuer à jouer, mais les rongeurs et les oiseaux qu'il va capturer, la plupart ils meurent, même s'il ne les a pas tués. C'est quand même rare qu'ils en réchappent, si vous les voyez filer, ils ont quand même été à minima perforés, en général ils s'en sortent pas. Donc, je pense que statistiquement, je ne sais pas encore s'il y a eu des études là-dessus, mais il y a plus de phases de jeu, il y a plus un petit peu comme nous, quoi. Il fait des choses utiles, quoi. C'est un peu, c'est comme manger entre les repas, on n'a pas faim, quoi. Le chat sauvage, il va manger quand il aura faim, et puis il va passer son temps aussi à chasser pour se nourrir et aussi à s'économiser. Il va passer non plus des jours à jouer, quoi. Ils ont des comportements différents. C'est pareil pour les miaulements, les aboiements, c'est des choses qui sont vraiment assez propres aux animaux domestiques. On trouve assez peu chez les animaux sauvages, les félins ou canins. Et le fruit juste de cette hybridation chat sauvage et chat domestique, est-ce qu'il est plus proche du phénotype sauvage ou du phénotype domestique? Est-ce qu'on peut adopter qu'il peut vivre dans un appartement Oui, alors je me suis souvent posé la question, parce que j'ai des fois des chats en consultation. D'ailleurs, j'en parle à un collègue qui nous a fait notre article dans le livre sur le chat sauvage, le chat forestier, qui est allemand. Il y a des chats effectivement hybrides, et j'ai même eu 2 doutes sur 2 chats. Je pense que c'est des gens qui étaient dans le fin fond de la vallée de Münster, qui mordaient des chats qu'ils ont trouvés dans la forêt. J'ai compté des anneaux sur la queue, c'était des chats sauvages. Alors je leur ai donné des chats forestiers qu'ils ont adoptés. Donc en fait, le chat, je trouvais un chat de mort. La forêt, c'est un chat forestier, donc une espèce protégée, quoi. Ils n'ont pas le droit d'apprendre. Ils n'ont pas le droit de se en captivité, donc je ne sais pas dénoncer évidemment, parce que le chat a été domestiqué. En tout cas, un chat sauvage, un chat forestier peut être domestiqué sans aucun problème. Et ça, c'est un petit peu l'apanage des carnivores. Tout carnivore, on peut les apprivoiser et les domestiquer vraiment assez facilement. Comme les oiseaux, c'est un peu plus compliqué avec les reptiles, mais en tout cas, il n'y a aucun souci, on peut domestiquer tout carnivore terrestre. Alors, on peut effectivement le domestiquer, mais mettre un chat qui a vécu à l'extérieur dans un appartement, c'est quand même très compliqué. Un chat qui a eu accès, un chat adulte, ouais, qui a eu accès vraiment à cette vie sauvage, de chasse, etc., c'est très compliqué qu'il s'adapte en fait au milieu confiné, enfin, dans un territoire beaucoup plus restreint, où il y a moins de choses à faire, même si le chat ne chasse pas toute la journée, hein, il observe plus qu'il ne va capturer finalement. Il passe beaucoup de temps à observer, mais voilà, c'est très compliqué. Et tous les carnivores peuvent être domestiqués, mais si vous avez votre chat qui pète un câble et qui vous saute sur la jambe, vous allez avoir quelques griffes si c'est le cas d'un lion. Donc les animaux sauvages restent des animaux sauvages qui, même s'ils sont dans 95% des cas domestiqués, il y a certains moments où ils retrouvent un état qui peut être sauvage, comme votre chat. Et le problème avec les gros carnivores, c'est que ça reste des gros carnivores. Donc, ça se porte pas vraiment. Et j'allais dire, même chez certains chats, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de devoir faire intervenir les pompiers chez les mamies, parce que leur chat, qui avait un syndrome du tigre, était devenu tellement agressif qu'elle ne pouvait même plus ouvrir la porte pour sortir de chez elle. Donc quand même un chat petit peut devenir ultra agressif avec son propriétaire, donc ça c'est des cas anecdotiques. En tout cas c'est clair qu'il vaut mieux adopter un chat de 4,5 kg qu'un million de 120 kg, ça c'est clair. Oui, je me demandais pour la stérilisation, est-ce que c'est vraiment un sort préférable à l'euthanasie? Est-ce que c'est pas une expérience qui est traumatisante dans la vie d'un chat? Enfin, j'ai eu un cas en fait de chat qui après stérilisation a changé complètement de comportement. Et du coup, est-ce que
est-ce que c'est vraiment plus éthique de stériliser un chat que d'euthanasier? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, lorsque nous, on doit subir une opération, on est conscient de ce qui va arriver, de l'anesthésie, de ce qui va se dérouler. Là, on va capturer l'animal, on va le stresser, clairement. On va l'anesthésier, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Au réveil, il sera dans un endroit qu'il ne connaît pas, dans une clinique. Même si le personnel est très attentif auprès de ce chat, ça reste des étrangers, ça reste un milieu étranger, dans des conditions qu'il ne comprend pas. Et c'est beaucoup de stress, effectivement. Pour tout ce qui est partie santé, toi, tu... Oui, c'est clair, la chirurgie, quel que soit l'animal, il ne peut pas se projeter, effectivement, même pour la chirurgie, même pour la douleur, quand il souffre vraiment au présent, il ne va pas se dire, tiens, demain, j'aurai une injection de valide, c'est clair. Il ne peut pas se projeter, donc sa souffrance, il est vraiment en direct. Il s'en doute plus mal, parce qu'on suppose, on n'est pas dans leur tête. Mais le stress opératoire, il existe, c'est clair. Il y a le post-op aussi, ça existe, il y a aussi des douleurs post-op, un petit peu comme en médecine humaine. Après, les changements de comportement, franchement, ils sont rares, les animaux, ça existe. J'ai vu certains cas, effectivement, où après une stérilisation, les chiens aussi, le comportement avait changé. Donc, je pense que c'est même pas un stress opératoire, c'est un traumatisme. C'est que l'animal n'a pas supporté de s'élever en clinique. Ça existe, ça c'est clair. Mais c'est rare, franchement, c'est très rare. L'immense majorité des animaux qu'on opère, les gens nous disent, à part la prise de poids, ils ne changent pas de comportement et ils sont peut-être un peu moins actifs, ils sont moins soumis à leurs hormones aussi, leurs hormones sexuelles notamment, ça c'est clair. Mais le chien qui coule sympa, il reste cool sympa, le chien, si je puis dire, qui est agressif et con, il reste agressif et con. Franchement, ça ne change pas. Et souvent, on nous pose la question, on veut stériliser pour changer le comportement, alors il ne faut pas, il n'y a aucun intérêt. Et on touche aux testicules, aux ovaires, on touche pas au cerveau, donc on ne changera pas le comportement de l'animal en stérilisant. Parce que des fois, la question inverse, c'est stérilisé pour calmer le chien, savoir qui se calme. Le chat, c'est pareil. Donc c'est vrai que le traumatisme, franchement, il existe, mais c'est rarissime, l'animal est vraiment... Alors après, choisir l'euthanasie ou la stérilisation, c'est sûr, si on parle d'éthique, je préfère stériliser que tuer, c'est clair. Parce que enlever la vie, c'est quand même gravissime. C'est quand même un choix univoque. Et stériliser, il y a un stress pendant 2-3 jours, c'est clair. Sur un animal qui peut vivre 15 ou 20 ans, il peut subir un stress de 3 jours. Mais c'est au cas par cas, c'est-à-dire que si tu as un animal de 14 ans qui a été malade, tu vas pas forcément lui essayer de le soigner au maximum. C'est ça que je veux dire, à un moment donné, là on parle pas de la stérilisation, mais tu dis par rapport à soigner ou opérer plutôt que d'euthanasier. Je ne sais pas si c'est ça le sens de la question. Non, là c'était sur stériliser. Oui, sur stériliser l'euthanasie pour réguler les populations, c'est ça. Parce qu'après, quand on parle de soins, c'est un peu le sujet. C'est vrai qu'un animal qui a 14 ans, qui a un cancer au stade terminal, j'insiste déjà à l'euthanasie, on ne va pas le garder pendant 3 mois sous perf, ça boxe, avec la morphine. Il y a des gens qui sont demandeurs de ça n'existe pas chez nous, on n'est pas dans cette optique-là. Je me permets juste de rebondir par rapport à la stérilisation et l'euthanasie. La stérilisation a aussi d'autres avantages, tu me corriges si je me trompe. Il y a également pas mal de maladies sexuellement transmissibles chez le chat, dont la FIV et la FELV. Donc la FIV, le sida du chat, la FELV, le cause pour définir. Et du coup, si on a des animaux qui sont stériles, ils ne seront pas amenés à se reproduire et donc à transmettre la maladie. Alors c'est vrai que la stérilisation, si on parle que du médical, elle a des gros avantages. C'est les cancers, c'est que les chats ont un cycle continu, donc un cycle sexuel continu. Si on ne stérilise pas le chat, il va avoir un cycle en permanence. C'est en dents de scie. Et les œstrogènes sont cancérigènes. C'est pas aussi chez la furette, chez la chienne. Donc, ça c'est clair, une chatte stérilisée, elle a 9% de risque de faire un cancer dans sa vie. Une chatte non stérilisée, c'est 89% de risque de faire un cancer. Les chiennes, on passe de 0,5% à 50%. Donc la stérilisation a vraiment un impact sur la longévité. Les animaux stérilisés qui sont 30% plus vieux font entre 50 et 80 fois moins de cancer, ont moins de maladies effectivement, sexuelles forcément, et pour ceux qui sortent, et notamment effectivement le
sida. Donc, si on parle que de la santé, c'est-à-dire on parle des chats domestiques, hein, on ne parle pas des chats libres, dont on ne s'occupe pas pour la santé, il y a beaucoup d'avantages de la stérilisation. Et sur la combinaison, effectivement, c'est la plus de points. Il suffit de gérer sa gamelle, puis c'est réglé. C'est pas vraiment un gros souci. Toujours sur le traumatisme, les exemples que vous donnez, c'est des chats qui sont domestiques dans des familles. Est-ce qu'un chat qui est libre, errant, qui n'a pas forcément de contact avec l'humain, ça pourrait pas être plus traumatisant? Est-ce qu'il y a des suivis qui sont faits pour voir justement si, chez ces chats-là, on n'a pas un traumatisme qui est plus récurrent? C'est clair que c'est beaucoup plus traumatisant parce que mon chat domestique, il est dans sa caisse à chat, il a sa propriétaire, son propriétaire. Globalement, ça va, quoi. Il est quand même domestiqué, il est quand même on est à l'aise avec l'être humain. Les chats sauvages qu'on nous ramène, qui sont piégés, je parle de chats arènes, pas de chats forestiers, ils sont déjà piégés. Et donc, ils ne sont pas habitués à l'être humain, ils nous fuient en fait. Déjà, notre simple vue, c'est le stress, ils sont dans des pièges cages. Des fois, ils passent une nuit devant, sous la pluie, ils sont travaillés chez Péto, ils passent des fois 2-3 heures en clinique. On essaie toujours de stériliser et de lâcher le même jour. Bon, le stress est énormissime, quoi. C'est évident, quoi. Pour ces chats, le stress est énormissime. Alors après, pour le post-op, on n'a pas de suivi, hein. C'est des chats, on ne retire pas de fil. Enfin, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais en tout cas, c'est sûr que stériliser un chat libre est 10 fois plus stressant que de stériliser un chat domestique. Parce que c'est un animal sauvage. Après, c'est même pour tout ce qu'on fait sur la faune sauvage, au Japon, on travaille beaucoup sur la faune sauvage, on fait des captures. Hein. Pour les études, c'est pareil, on capture des chauves-souris, on capture des hamsters, on capture pas d'animaux. Forcément, il y a un stress énorme, ça c'est vrai partout. Hein. Pour toute capture de faune sauvage, il y a un stress qui est forcément énorme. Alors que le jeu d'animal classique, il est quand même déjà d'emblée, il nous fait confiance, puis il nous connaît déjà. Il y a un stress qui est quand même minimisé par rapport à la confiance qu'il y a et la connaissance qu'il y a de l'homme, de l'être humain, de son propriétaire. Oui, je voudrais juste rebondir sur le fait de la stérilisation des chats arrêts. Donc je fais partie d'une association, on stérilise et on relâche. Et on a déjà relâché, je pense, plus d'une centaine depuis qu'on fait partie de l'association. On n'a jamais vu de changement de comportement. Les chats ont retrouvé en quelques jours leur habitude. Ils sont peut-être un petit peu plus méfiants les premiers jours. Et après, au bout de quelques temps, ils retrouvent leur comportement, ils retrouvent leur gamelle, les heures de passage et tout. On n'a pas vraiment constaté. Alors ça, c'est l'avantage de l'animal par rapport à l'humain, c'est clair. Le stress de ces chats libres, il est énorme quand on les capture, les opère. Mais j'allais dire, ils oublient vite l'animal, encore une fois, il vit au présent. Présent, son stress, sa douleur, sa chirurgie, c'est un animal, hein, ça reste une bête, hein, c'est pas non plus un Einstein, hein, mais après, je veux dire, on relâche, effectivement, en quelques jours, ils vont reprendre leurs activités. Donc, après, dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir des chocs post-traumatiques pour les chats domestiques. Il peut y avoir un individu de temps en temps qui ne supporte pas. Ça peut exister, mais après, c'est pareil, il faut aller sur le terrain, il faut les suivre, il faut les étudier, il faut avoir des éducateurs pour être sûr que ça se passe pas. Mais je pense que majoritairement, le stress est énorme pour la capture, la chire, et après, les vivre en vie, il se pose plus de questions. Par rapport au traumatisme chez l'animal domestique, il y a une grosse influence de l'homme aussi. Hein. Ça, on a tendance à minimiser cette part. Mais lorsqu'on a un animal qui revient d'une opération, quelle que soit l'opération, les propriétaires ont tendance à en faire 15 fois trop autour de l'animal. Parce que le pauvre loup, il s'est fait opérer, ça a dû être monstrueux chez le méchant vétérinaire. Voilà. Ils se font des films pas possibles et c'est tout un stress qui va se retraduire chez l'animal. Et un changement de comportement de notre comportement peut influencer aussi sur le comportement de notre animal. Et dans ce cas-là, l'animal va pouvoir aussi le vivre comme un réel traumatisme. Au jour le jour, qu'il ne ressentait pas la douleur. Il y a énormément pour l'avoir vécu auprès des chats que j'ai eus, les chats, ils sentent quand on les amène chez le véto, ils n'aiment pas ça. Enfin, à la vaccination annuelle du chat, ils le sentent, il sait à peu près à quel moment ça arrive, et à chaque fois, c'est la incroyable manière pour faire rentrer dans sa caisse, alors que quand on part en voyage, ça pose aucun souci. Alors, il y a une mémoire chez le chat quand même.
dans l'instant présent, mais il a une mémoire. Et effectivement, il fait des associations. Il suffit que vous sortiez le carnet de santé, donc il a déjà compris qu'il va aller chez le vétérinaire. La caisse de transport fait partie, hein, le trajet en voiture, tout ça, ce sont des stress. Finalement, il associe tout ça, il sait très bien ce qui va se passer. Et il peut déjà réagir en ayant peur. Voilà. Mais ils ont une vraie mémoire d'association. Ouais. Et notre attitude n'est pas la même lorsqu'on amène notre animal chez le vétérinaire que lorsqu'on part en vacances. Ils savent faire la différence lorsqu'on se prépare le matin pour aller travailler et lorsqu'on se prépare pour aller faire la balade ou lorsqu'on se prépare pour aller faire d'autres activités parce qu'ils savent que notre comportement change et donc la conséquence pour eux sera également différente. Donc comme disait Anne, effectivement, il y a une réelle mémoire associative. Oui, tout ça c'est très juste et c'est effectivement très souvent le comportement du propriétaire finalement qui influe sur le comportement de l'animal. Et après, c'est plutôt du transport que les chats détestent. Les chats, ils sont territoriaux, ils vont avoir d'être transportés. Alors, quand on les emmène chez le véto une fois par an, c'est sûr, le chat voit la caisse une fois par an, ils ont bien que ça c'est quelque chose. Après, si vous ne pas associer la caisse à l'injection ASM par exemple, vous l'emmenez en pension, c'est pareil. Vous l'emmenez chez la grand-mère, c'est pareil. En fait, c'est souvent aussi un stress, ce qu'on appelle le stress du transport, le stress du déplacement. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le chat domestique est moins stressé. J'ai dit qu'il n'est pas stressé du tout. Tout ce qui arrive chez eux tous les jours, c'est stressé. Et clairement, avec le chat sauvage, il est pas plus stressé. Et ça renvoie effectivement dans les caisses de transport, les chats domestiques qui arrivent dans les caisses. Les plus stressés, ils font pipi caca, ils braillent. Les autres, en général, ils sont dans la caisse, tranquilles, ils vont ils sont quasiment contre, si je puis dire, en tout cas visuellement. Alors que les chats libres, la plupart, ils se collent contre les barreaux, ils vont dans toutes les directions. C'est-à-dire, on est dans notre monde de stress. Donc je suis d'accord, le chat domestique comme le chien, qui va chez le toiletteur, chez le véto, ne serait-ce que 2 heures, c'est clair qu'il est stressé. Vous évoquez la problématique d'avoir plusieurs chats dans un même domicile, mais est-ce que vous pensez que la surpopulation des chats errants, ça n'a pas une incidence en fait sur notre visualisation de la vie et de vouloir faire des sauvetages et qui fasse que en fait, quelqu'un qui aime un chat, il se dit que s'il a la place, il peut en avoir 6 ou 10, comme vous disiez, pour ne pas justement les laisser dans la rue. Il y a cette vision du fait qu'il y en ait beaucoup et que ça fasse comme un sauvetage. Alors ça, c'est un problème en fait de certaines personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de porter chat. C'est un problème psychiatrique d'ailleurs, c'est étudié. On appelle ça le syndrome mère-chat. Alors dans ma clientèle, j'ai 2 clients comme ça qui ont plus de 100 chats chacune. Parce qu'elles ne peuvent pas supporter effectivement de voir un chat dehors. Et bon, il y a beaucoup de mortalité, parce qu'il y a beaucoup de ces chats qui meurent assez rapidement, parce qu'ils ont de la pile, du sida. Enfin, il y a 2 que je fais depuis 15 ans, et depuis 15 ans, elles ont une centaine de chats. Et je les vois toutes les semaines, je ne peux plus rien payer, parce que de toute façon, sinon, ça serait juste impossible. Quoi. Mais je les cautionne pas à chaque fois, je leur dis, il faut arrêter, quoi, ça sert à rien. Et puis, il y a un côté, c'est vraiment une maladie psychiatrique, c'est les gens qui font ça. C'est pas raisonné, c'est pas raisonnable. Et après, il y a entre ces gens-là, qui sont, je ma part, dans un souci très important, et les gens qui veulent gérer, les associations de chiens qui veulent gérer les chiens libres, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que certaines personnes, encore une fois, la seule vision du chat extérieur, quand il pleut sous la neige, c'est un traumatisme pour elles, parce que c'est principalement des femmes et aussi des hommes. C'est un traumatisme pour elles, c'est vraiment clairement un traumatisme. Donc elles se sentent vraiment le besoin, enfin, c'est vraiment un besoin viscéral de sauver tous les chats. Et le paradoxe, c'est que ces chats, finalement, et ça, je suis convaincu à un certain nombre, s'ils étaient assez dehors, ils auraient survécu. Parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont genre à long terme. Le cas classique, c'est une maison, un appartement, de toute façon, ça va plus avec les voisins, ça se passe assez mal. En général, elles sont des maisons isolées, il y a des chats partout, qui brûlent à la cave, il y en a partout. Donc déjà, les chats ne sont pas forcément heureux d'être ensemble. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de maladies, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de mortalité aussi. Donc, finalement, l'un dans l'autre, ce n'est pas forcément bénéfique pour les chats. Les chats, ils seraient plus heureux dehors, quitte à donc à les capturer, les stériliser et les relâcher, ce que font les associations. Donc là, c'est vrai que ça c'est des cas particuliers, ça existe. Hein, je pense que chaque vétérinaire, chaque clientèle, on a ce type de personnes, et on n'arrive pas à les raisonner. Ça me fait penser à... Je pense que ça vient aussi d'un manque de connaissances
par rapport à l'éthologie du chat de manière générale et aussi l'éthique animale, c'est-à-dire les connaissances par rapport à tous les problèmes qu'on peut avoir par rapport à l'exploitation et l'utilisation des animaux. Et ça me fait penser à des exemples que j'ai eus par rapport à quand j'ai lancé, quand on a envoyé le mail sur cette thématique. Je connais des personnes qui font partie d'associations de protection animale qui ont des chats. Et qui m'ont dit, mais pourquoi vous vous intéressez à ce problème du chat et de la biodiversité alors qu'il y a des problèmes qui sont plus importants, comme l'expérimentation animale ou les animaux dans les abattoirs. Alors j'ai répondu et je posais la question à Fabrice. Normalement, ces gens-là, quand ils ont un chat, c'est qu'ils lui donnent à manger et qu'il est souvent vacciné. Alors justement, Fabrice, d'où viennent les vaccins, les médicaments qu'on donne aux chats et d'où vient la nourriture pour les chats? De l'expérimentation, c'est ça, pour les vaccins. Et même de la nourriture. Et même la nourriture. Non, en fait, oui, voilà. Quand on parle d'expérimentation, on va tout de suite le chat qui a des électrodes sur le cerveau à vif. C'est pas ça, c'est comme pas ça. Non, je dis pas que c'est ça. Je dis pas que ça vient d'expérimentation animale, qui veut dire des chats avec des chats qui sont dans des pièces à seul ou à plusieurs et qui sont juste là, élevés par. Voyez le canin, oui, c'est ça. Oui. Pour les tester sur des croquettes. Les aliments sont testés pour tester la pétance, la quantité de salive. Et après, ils ont des prises de sang régulières pour voir l'impact sur le foie, les triglycérides, le cholestérol. Et d'où vient la nourriture pour un chat? Enfin, je veux dire, la matière première. Alors après, les matières premières, en fait, il y a des cahiers des charges qui sont stricts. Aussi stricts pour nous. Alors, il y a deux types de matières premières. C'est pour ça qu'il y a des différences aussi de gamme dans les croquettes. Il y a soit dans les abattoirs où les animaux sont abattus, il y a ce qu'on appelle les râteaux de carcasse qui vont prendre les matières premières de la viande pour les humains. Et après, ils vont racler les carcasses, il y a toujours un petit peu de viande, de fibres. Donc c'est une viande qui est saine, simplement qui n'est pas vendable pour l'humain. Ils vont utiliser cette partie-là des carcasses pour faire de pet food. Et pareil pour les poissons, en gros, c'est des restes finalement de l'alimentation humaine qui est utilisée pour l'alimentation animale. Quand on dit reste, encore une fois, c'est des produits qui sont sains ou sanitaires. Et après, il peut y avoir, dans certains cas, dans certaines marques plus chères, on utilise vraiment les mêmes matières premières. Les mêmes viandes, on utilise les mêmes poissons, enfin la même chair que pour l'humaine. Il y a quand même d'avoir une aberration dans les croquettes, parce que dans certains cas, les croquettes, c'est les humains qui les achètent. C'est pas le chat des chiens, comment on va buter. Varier les plaisirs, ça ne sert pas à grand chose, sinon à faire plaisir aux propriétaires. En fait, c'est très vendeur d'acheter 3 ou 4 barquettes de goûts différents. De chaque jour, ils s'en fichent. Ils s'en fichent également de la couleur. Donc l'amélioration, pour moi, c'est ça justement, c'est de faire croire aux gens que le chat a besoin de manger le lundi du poulet, le mardi du lapin, le mercredi du bœuf, et le jeudi du saumon. Ça, c'est un peu aberrant. Mais plus aberrant pour moi, c'est par certaines croquettes qui sont rouges, on met sur l'emballage riche en carottes. Les carnivores sont évidemment des mangeurs de carottes, comme chacun sait, ou riches en haricots, etc. Et quand on regarde la composition, c'est des colorants. On va en gros mettre des colorants, qui sont naturels. On va mettre des colorants pour faire des croquettes rouges-vertes, pour dire aux propriétaires, c'est bien mon chat, mange des légumes. Une comparaison totale. Donc, en gros, la croquette la bleue, c'est une croquette, on va dire, bon marché, le plus moche possible. Donc marron, gauche, marron, c'est possible, pas en forme d'île de poisson, ni avec un trou dedans, ni en forme de piqueur. Tout ça, c'est du commerce. En tout cas, l'alimentation animale, le pet food, ils ont des charges, ils ont des règles sanitaires, qui sont les mêmes que pour l'alimentation humaine. Simplement, les matières premières peuvent être moins nobles, évidemment, parce qu'il faut qu'elles coûtent moins cher. Et puis après, évidemment, il y a l'alimentation humaine avec différentes gammes, et puis il y a aussi il y a un cas, je crois, de croquette chinoise qui a tué 200 ou 300 chiens en Californie il y a 3-4 ans, parce qu'ils ont mis des colorants chocolateux, ils ont mis dedans. Des fois, il y a des pros, évidemment, c'est pas. Et en gros, les croquettes qu'on vend en Europe, globalement, doivent être comestibles, et puis du sanitaire. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez un chat ou un chien, vous faites marcher l'expérimentation animale, vous faites marcher les abattoirs, et donc si vous voulez également agir pour la protection animale, le mieux c'est de ne pas avoir de chat ou de chien. Si vous voulez avoir des chats ou des chiens, le mieux c'est d'en avoir un, peut-être, et pas 7,
pas 8 et encore moins 100, par exemple. Pour le bien-être du chat, pour le bien-être des autres animaux également, et pour le bien-être de la biodiversité. Ça, c'est voilà, une question d'éthique. L'éthologie, c'est très très peu de propriétaires de chiens et de chats. C'est bien que les chats connaissent vraiment le comportement de l'arnaque. Beaucoup de gens ne savent pas que leur chat est un carnivore. C'est vraiment la base. Si. Et ils ne connaissent pas tous les systèmes de marquage. L'histoire du fer sacrifice. Le comportement est très très méconnu. Le chat est très méconnu. Et c'est ce qui est souvent, malheureusement, je dirais, ça part d'un sentiment, c'est pas leur faute au propriétaire. Ils rendent involontairement leur chat malheureux parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça qui est un peu triste. Et puis parfois, comme je disais tout à l'heure, parfois ils rendent malades. Donc ça, c'est aussi pour moi un problème d'éthique. Parfois, sur les VJP des gens, à voir les obliger, comme j'étais en début de soirée, les obliger à faire un mini-stage, avec ne serait-ce qu'un week-end, avant d'acquérir un chat, pour expliquer que le chat, c'est un carnivore, qui a différents sous ses pattes, qui fait passer lui sur le canapé pour énerver le propriétaire, et qu'ils n'ont pas besoin de vivre à 10 pour être heureux les chats. C'est quelque chose d'assez basique. Ce serait bien qu'on puisse faire ça en France, instaurer une espèce de formation, un type de stage, avant d'acquérir un chien ou un chat. Vous trouvez ça aberrant qu'on mette des légumes dans des croquettes, mais les céréales sont beaucoup moins digestes que des légumes. Et les céréales, on en trouve dans 90% des croquettes qu'on trouve dans les supermarchés et même chez le vétérinaire. Oui, les céréales, les croquettes, c'est normal. Non, il n'y en a pas dans les croquettes, justement. Il y a des croquettes, des croquettes canadiennes qui sont sans céréales. Enfin, tout ce qu'on trouve, en tout cas partout, que ce soit en animalerie, en veto, en surface, il y aura forcément quasiment toujours des céréales. C'est rare. Il y a quelques marques, notamment une marque canadienne dont je ne me souviens pas, qui fait que des croquettes à base de viande. Ouais, c'est vrai, après c'est la bromatologie, c'est un peu compliqué, c'est rajouter pour rajouter des glucides, pour rajouter quelques fibres, et aussi pour faire du lest, c'est pour ça, et aussi pour baisser le prix des croquettes. Il y a plein d'intérêts avec des céréales. Parce que si toutes les croquettes étaient riches en viande, ce serait 50 € les 2 kilos, quoi. Ce serait invendable. C'est pour ça que les céréales ne sont pas toxiques, c'est pas tout le cas. Je parlais des légumes, les légumes ne sont pas toxiques du tout pour les carnivores non plus. Ils mangent tous, tous les jours quasiment. Je parlais surtout de l'argument vendeur, c'est ça qui chipote, c'est qu'on ferait mieux de mettre des arguments plus carrés plutôt que de dire mon chien mange équilibré parce qu'il mange des légumes. C'est un petit peu ça la remarque. Mais les carnivores, même les carnivores sauvages, ils mangent aussi cette partie de ce qu'on appelle le lest. Il y a un chat qui mange une souris, globalement il mange toute la souris, il va peut-être rejeter l'estomac ou la vieille pubilière parce que c'est un peu amer. Mais dans la souris, il y aura aussi des fibres, il va manger un peu de lait, c'est-à-dire qui englobera la souris. Donc, naturellement, le chat, c'est un carnivore strict et il va manger correctement, puisque sa souris, si vous voulez, elle va tout apporter. Et dans les croquettes, c'est ce qu'il essaie de faire, c'est pour ça qu'il met des céréales. Mais les céréales, c'est peut-être moins vendeur que de dire mon chien mange des légumes. C'est un petit peu ça l'argument. C'est vrai qu'il y a une marque récente, une marque canadienne qui mise tout sur le carnet, sur la viande, et qui dit que nos croquettes sont à base de viande, parce que les chiens et chats sont des carnivores, qu'il faut manger de la viande. Pourquoi pas mettre dans ces croquettes-là, je regarde d'autres, je connais pas cette marque-là, c'est un client qui m'a passé la poêle, tout ça sur internet. Il me semblait qu'il y avait quand même une petite proportion de céréales quand même, pour le lest et les fibres. Pour tester la marque Ah oui, d'accord. et tester au foie, il n'a pas du tout, parce que mon chat justement a un problème à l'estomac et il ne digère pas du tout les céréales. Oui. Ça existe, oui, il y a des animaux qui ne digèrent pas les céréales, qui ne digèrent pas le lait, etc. En tout cas, il y a des marques. Après, d'un point de vue nutrition, c'est vrai que c'est logique. Le chat, c'est un carnivore, pourquoi on les fait manger des céréales? Je suis d'accord. Que les gens sont sensibilisés à
comment combattre la créativation de business avec les moyens. C'est sûr que, effectivement, dans l'Antiquité, le chat était désiré, au Moyen-Âge, le chat c'était pestiféré. Que aujourd'hui, le chat, c'est le roi, ça c'est clair, c'est un objet de consommation, et c'est vrai qu'avec toutes les QT, avec tout ce qu'il y a autour, et même la médicalisation, parce que plus il y a des animaux domestiques, plus ils sont médicalisés aussi. C'est vrai que ça fait, ce que vous avez tout à l'heure, c'est que l'animal de compagnie, c'est un membre de la famille à part entière. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le traiter comme tel, de ne pas lui faire des cadeaux, de ne pas lui acheter un méga arrachat pour Noël qui va juste au plafond, de lui acheter toutes sortes de jouets, toutes sortes de friandises, tout ça, ça existe. Donc il y a un business monstrueux autour des animaux de compagnie. Je ne sais plus comment c'est en France, c'est pas. J'ai 4 milliards en tête, c'est vraiment un business. Alors après, moi, dans mon esprit, je me dis que le chien et le chat, de plus en plus, ce sont même plus les animaux. C'est entre l'animal et l'objet de plaisir. Ils perdent un petit peu leur animalité. J'ai l'impression que c'est vraiment. On en fait ce qu'on veut, c'est un petit peu aussi ça, un objet de plaisir. On peut le sortir, comment les chiens, dans ce copain, pour filmer beaucoup de gens qui ont des chiens de race. Ça, c'est assez terrible, c'est parce qu'ils ont vu la télé, c'est pour ça. Et puis parce qu'il y a un copain, même chien, qui ne sont pas du tout intéressés par l'animal lui-même. Intéressés par le fait d'avoir cette race-là. Voilà. L'animal, il est complètement japon. Donc c'est vrai que les animaux qu'on voit de plus en plus, ils perdent un petit peu de leur animalité. C'est des objets. Donc, il n'y a pas de raison comme autour des gamins, de tout et du business autour. C'est comme ça, il faut vivre avec. Parce que c'est comme ça que ça va s'arrêter, c'est clair. Alors je rebondis aussi parce qu'on ne prend pas un animal pour rien non plus. C'est aussi pour notre bien-être. On a intégré comme ça le chat et le chien. Et l'animal nous apporte aussi énormément. Donc on a aussi le droit de lui offrir effectivement des choses. L'intégration en tant que membre de la famille. Et puis voilà, ça a été prouvé que le chat, il nous zénifie, qu'il a des propriétés relaxantes, etc. Donc c'est pas pour rien que certaines personnes prennent des chats quand même. C'est aussi pour eux, on est dans une société, on vit dans le stress. Donc ça fait aussi du bien d'avoir un animal quand on rentre à la maison qui nous calme. Je rebondis juste sur l'aspect médiatique de la chose. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Vous avez présenté ça comme parce qu'il y a eu un effet médiatique, les gens ont adopté des chats et il y a un business qui se forme autour. Je pars plutôt du principe qu'on a une sensibilité et on adopte les chiens. Ça va dans l'évolution de notre société. On a de plus en plus d'animaux domestiques et ça, les médias l'ont bien compris, les businessmen l'ont bien compris et ils jouent là-dessus. Voilà. Mais ça va initialement dans l'évolution de notre société où l'animal nous accompagne. Oui. Pourquoi un chat adulte, enfin un chat, tête, quand tu la prends, automatiquement elle ne tête plus n'importe où. C'est son genre de câlin, elle va toujours penser à un chat que on vient ramasser aussi dans la rue. Alors je pense que c'était le fait d'avoir pris son maman. Oui, c'est souvent un comportement juvénile qui peut effectivement apparaître encore à l'âge adulte et perdurer à l'âge adulte. Ça peut être effectivement un chat qui n'a pas été sauvé correctement et qui reproduit ça parce que vous êtes l'être d'attachement quelque part, puisque ce chat a été retiré de de sa mère, donc elle s'est très vite imprégnée à vous. Et c'est un comportement qui apparaît dans des contacts affiliatifs, affectifs, enfin voilà, c'est de la fête, c'est ça. Ça m'est arrivé aussi. Oui. Par rapport à la relation, tout ça, je voulais savoir ce que vous pensiez tous les trois des gens qui promènent leurs chiens en laisse. Les chiens. Pour les gens qui promènent leur chien en laisse, c'est surtout pour, je pense, pour eux, pour une question de sécurité par rapport à leur chien. Une des premières causes de mortalité chez les chiens après les problèmes de parasites, bien sûr, ce sont les impacts avec les voitures. Donc, du coup, la plupart du temps, ce sont des personnes qui vont essayer de promener pour sécuriser leur animal ou en ville parce qu'ils ne peuvent pas faire sortir
pour essayer d'adapter aux besoins. C'est pas dit que ça correspond exactement aux besoins du chat. Que ça soit pour un chien ou pour un chat, d'ailleurs la laisse est contre nature, hein, ça prend du temps d'apprendre à marcher en laisse. C'est pas pour rien parce que aller expliquer à un animal quand t'es attaché et tu restes accroché à moi, c'est un peu compliqué pour lui de comprendre le concept. Donc effectivement, niveau biodiversité, le chien ne peut pas chasser, ça c'est clair. Il est attaché. Le chat, il s'habitue aussi bien que le chien marche en laisse. Les gens qui aiment le chat marche en laisse, il n'y a aucun souci. Il marche comme les chiens. S'ils sont habitués jeunes, il n'y a aucun souci. Donc je ne vois plus trop bâti devant moi. Effectivement, il y a deux avantages de dire sécurité pour le chat et sécurité pour la biodiversité. Totalement, il y a la clochette, et la laisse. On devrait imposer ça dans les lois obligatoires. Vous savez si un chat est plus à l'aise en laisse, par exemple, pour le train ou la voiture ou dans une cage? Parce que dans la cage, il est en même temps protégé, mais il est enfermé. Et quand il est en laisse, il est exposé, mais il n'est pas... Ça dépendra toujours des chats, hein, finalement, et de leurs habitudes. Hein. Il y a des chats qui préfèrent pouvoir tout observer, donc avoir des refuges en hauteur et avoir un œil un petit peu sur leur environnement, et d'autres qui préfèrent être voilà, dans des placards, dans des habits, etc. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Souvent, la corbeille organisée, c'est ce que c'est conseillé parce qu'ils sont assez attirés par ce substrat-là. Voilà, mais ça dépend, c'est du cas par cas. Alors, dernière question. Est-ce que Claire, tu voulais aussi donner? Oui, juste préciser qu'il va y avoir une loi qui va sortir en janvier 2016 pour éviter les trafics des petites annonces dans Internet et dans les journaux, pour obliger les gens à immatriculer les portées et tout ça. Et donc la loi va changer à partir de janvier 2016. Mais c'est pas juste les chiens, c'est aussi les chats. Chiens et chats. Chiens et chats. Elle sort en janvier 2016. Ça veut dire que ça évitera quand même le trafic avec les petites vestes et puis toutes les petites annonces sur Internet. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que le chat est quand même un animal utile. On se rappelle quand même des études de test, de typhus, la leptospirose actuellement. Je pense quand même qu'il faut reconnaître l'utilité de ces animaux aussi. C'est une balance à faire entre la perte de la biodiversité et l'utilité que ça peut apporter dans notre société. Le problème, c'est qu'à l'époque de la peste au Moyen-Âge, il y avait certains moyens qui n'existaient pas, qui peuvent exister aujourd'hui pour lutter contre ces proliférations de rongeurs. Donc, je pense qu'il faut essayer de voir les solutions. Je ne pense pas que l'argument de dire que le chat est nécessaire pour la prolifération des rats ou des rongeurs soit encore un argument utile étant donné les moyens qu'on peut donner aujourd'hui pour lutter contre ces rongeurs, par exemple. Qu'est-ce qu'il vaut mieux empoisonner les rats ou qu'ils soient tués par des chats? Mon problème, c'est pas s'il faut empoisonner les rats. Là, mon problème n'est pas s'il faut empoisonner les rats ou s'ils sont tués par les chats, c'est l'impact que les chats ont sur la biodiversité. Étant donné qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que si vous avez un oiseau qui naît en Afrique, de sa première année et qui doit migrer, il n'a jamais rencontré de chat, donc il arrive dans un territoire qui est totalement inconnu, il se pose, paf, il se fait attraper par un chat. Et là, c'est une espèce migratrice qui est souvent en danger d'extinction en Europe. Alors que le moineau ou la mésange ou la souris, ils ont vite appris, en plus, surtout au niveau des rats, avec la contagion sociale ou tout ce qu'il y a derrière, ils ont vite appris à pouvoir éviter les chats, ou en tout cas, ils apprennent assez vite. Donc en fait, mon problème, c'est que ça va être quoi? Ça va être 2 souris, 2 rats contre 8 oiseaux ou 8 micro-mammifères qui sont en voie d'extinction. Donc du coup, mon problème, il n'est pas sûr. Est-ce qu'on doit ou pas empoisonner les rats ou les faire tuer par des chats? Ça arrive là, ils sont tués, après je préfère entre un poison direct et puis un rat qui donne une souffrance pendant 1 heure un chat qui donne une souffrance pendant 1 heure à un rat, je préfère encore poison. Finalement, comme si on me demandait entre le CO2 ou être tué par le matador au niveau du taureau, c'est ce que je donnais pas comme un exemple. Ton cas, c'est que si tu mets du poison pour les rats, tu tues aussi les chats.
chats. Ouais, la biodiversité, je suis pas sûr que c'est super préservé. Mais je dis pas qu'il faut utiliser le poison. Alors juste pour revenir sur l'impact de la prédation du chat sur les souris et les rats, il y a une étude qui a été faite en 2009 aux États-Unis pour voir si une forte densité de chats dans un lieu donné, alors c'est des études qui ont été faites en milieu urbain, changeait la densité de population chez les rats et les souris. Et en fait, ils ont observé que ça déplaçait les populations de rats et souris sans la diminuer, parce que en fait, les rats et les souris allaient se réfugier à l'intérieur des maisons, là où les chats errants n'y avaient pas accès, en fait, tout simplement. Donc on n'est plus sur la même problématique qu'on avait au Moyen-Âge, avec des chats qui étaient là pour chasser les rats et éviter les contagions de peste et tout ce qu'on a pu connaître par le passé. À l'heure actuelle, effectivement, on a des moyens pour traiter ces maladies transmises par les rongeurs, et la prolifération des rongeurs est toujours présente. Les chats en chasse, oui, on a des chiffres, hein, ça le démontre. Par contre, la population de ces rongeurs a bien compris cette pression de prédation et elle est déplacée du coup, à des endroits où les chats n'ont pas forcément accès. On donne des cours de gestion de l'environnement avec Marie Pellet, et le truc c'est que le poison c'est la pire solution qui peut exister, puisque le poison ça va... déjà l'animal il apprend vite c'est quoi le poison, et ensuite ça va toucher d'autres espèces animales. Donc c'est pas une solution le poison. Ce que je dis simplement c'est qu'avec les moyens qu'on a actuellement, que ce soit des moyens biochimiques ou biomécaniques, ou peu importe, si on devait trouver une solution, on trouverait une solution qui serait, si on s'en donnait les moyens, autre que du poison ou que des chats. Et ça sauverait peut-être la biodiversité. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'y réfléchit pas, puisque de toute façon, si c'est dehors, il n'y a pas de problème puisqu'il y a des chats, et si c'est dedans, on met du poison, puisqu'à part des rats ou des souris, il n'y a pas d'autres espèces. Ou alors ça va tuer des lérons, mais voilà, les lérons, c'est des choses qui nous s'en foutent. Donc, ouais. Moi j'ai une question. Il y a actuellement le gouvernement wallon qui réfléchit à un projet de loi justement pour la régulation des chats. Et parmi les propositions qui ont été faites par le gouvernement, il y en a une qui est donc l'euthanasie d'une partie des chats errants, sauf dans des lieux où les chats sont reconnus d'utilité publique, notamment les hôpitaux. Il faut savoir si c'est l'avis que vous en avez vis-à-vis de ça. Alors, il y a plusieurs associations qui ont proposé les mêmes programmes en France. Poitiers l'a mis en œuvre dans les maisons de retraite, oui, autour des hôpitaux aussi. Il y a aussi notre région autour de Paris, je ne retiens jamais les départements autour de Paris, bref. Autour de Paris, il y a un autre département qui l'a mis aussi en place. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour voir ce que ça donne. Ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, il a été démontré que là où on avait des écosystèmes sensibles, stériliser les chats, ça ne servait à rien parce que du coup, on perturbe, du moins, l'écosystème restait perturbé. Donc on préférait l'euthanasie. Après, c'est vrai que là, on a une utilité d'avoir une présence de chats, une utilité sociale, et là, Anne pourra peut-être en dire plus loin que moi, a son intérêt. Mais ce que j'ai lu dans la littérature, c'est que ces associations vont stériliser les chats, vont faire des enclos avec chatières pour essayer d'avoir une population fermée, de limiter la migration d'autres chats pour éviter une surpopulation de chats à ces endroits-là et que ça soit vraiment une population de chats libres, contrôlée, au bien-être des résidents qui entourent ces hôpitaux et les maisons de retraite. Les hôpitaux, c'est pas tellement l'aspect social, mais aussi l'aspect des chasseurs de musique dans tout ce qui est. Il y a énormément d'hôpitaux qui ont des grands souterrains où les rats et les souris c'est moins courant. Et c'est vrai que ces hôpitaux-là, dès qu'ils ont une population de chats, la population de musique est réduite. Ce qui était voulu, c'était d'amener du bien-être aux résidents, ce qui existe en France, effectivement. Et souvent, les personnes qui vont en maison de retraite ont dû se séparer justement d'un animal, et notamment d'un chat, souvent. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir leur amener ce contact-là à nouveau. Voilà, ça apporte plein de choses. Donc pourquoi pas, effectivement, aussi dévier sur d'autres territoires et des territoires où il y a des humains qui seraient contents de les avoir. Ouais. Dernière question alors. Moi je voulais revenir sur tout
dire, et déjà, en moyenne, est-ce qu'on sait en France combien il y a de chats qui sont exclusivement en appartement par rapport à des chats qui sont... Non, il n'y a pas de chats. Alors, est-ce que ça respecte leur bien-être à partir du moment où le chat a été pris suffisamment tôt pour être habitué à un appartement et qu'il n'a pas vécu en extérieur, le chat peut très bien s'accoutumer. Et ça va nécessiter à nous d'avoir suffisamment de connaissances sur le comportement du chat pour adapter notre intérieur aux besoins du chat. Parce que c'est pas parce qu'il n'est pas en extérieur qu'il ne va pas chasser, hein. C'est ce que disait Anne tout à l'heure, il a besoin de chasser, du coup il va le faire à travers des jeux, il va falloir enrichir en fait son environnement intérieur pour assurer son bien-être. Et pour rebondir, je ne vois pas de clients, enfin peu, qui ont des chats qui sortent, qui ont des problèmes de comportement. Donc ça veut dire que l'environnement est anxiogène quand même en appartement et les contraintes qu'on impose d'un territoire limité de peu d'activité entraînent quand même des problèmes de comportement, des problèmes d'adaptation et de bien-être. Est-ce que les races des chartreux qui ont été assez sélectionnées, qui vivaient assez en appartement, sont pas plus faciles justement, enfin, à l'époque c'était pas des appartements, mais à laisser en appartement, c'est des chats qu'on appelle des chats gouttières ou des chats de race européenne? Oui, c'est vrai que les chats de race sont très peu nombreux, ils ne sont pas habitués, ils sont quasiment jamais sortis depuis qu'ils ont été créés. Donc c'est vraiment des chats qui ont été créés, je vais dire, pour notre propre plaisir, qui vivent dans l'appartement depuis des générations, depuis des décennies. Et c'est vrai que le chat est territorial, donc que son territoire, ce soit le jardin ou l'appartement, il peut s'en accoutumer. Dans le monde, il y a des millions de chats qui vivent en appartement, dans tous les grands villes du monde. Donc ils s'en accoutument, je dirais s'en accoutument, mais c'est clair que le chat, l'appartement a beaucoup plus de problèmes de comportement. D'ailleurs, une des solutions, souvent, quand il y a des cas comme ça de chats d'appartement qui ne vont pas bien, vraiment on ne s'en sort pas. Et je dis aux gens, mais donnez à quelqu'un dans votre famille qui a un jardin, qui est dehors. Il n'y aura plus de soucis. C'est clair que le chat d'appartement, il s'accoutume, il fait avec, si je puis dire, c'est son territoire. Mais dans la plupart des cas, ça se passe bien. Il y a quand même des beaucoup plus graves de comportement, de l'agressivité, des cystites permanentes, ou d'autres soucis d'ailleurs, en fait, des problèmes neurodermatoses. C'est clair qu'on a simplement chat dehors, et c'est réglé. Plus besoin de médicaments, plus besoin de discuter, le chat, sa maladie est guérie automatiquement. Donc je pense que les chats d'extérieur sont peut-être, si je puis dire, je mets un truc guillemets, sont un peu plus heureux dans certains cas que les chats d'appartement. Je pense que l'appartement, parce que les appartements parisiens de 20 mètres carrés, c'est pas comme si on a un appartement sur 20 mètres carrés, ça joue aussi, effectivement. Donc il y a beaucoup de paramètres qui influent le comportement du chat d'appartement. Là encore, je pense que c'est une balance à faire entre l'éthique environnementale, c'est-à-dire la menace qu'il y a sur la biodiversité, et l'éthique animale, l'éthique du bien-être du chat. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on dit clairement que les chats, il faut que ce soit un appartement. Voilà, enfin, dans la maison, parce qu'il y a eu un tel impact sur la biodiversité qu'ils demandent à ce que les chats soient gardés dans la maison. Ce qui n'est pas forcément éthique pour le chat, enfin en tout cas pour tous les chats. C'est pareil, c'est en tout cas éthique pour la biodiversité là-bas. Et ce qui rajoute aussi, c'est que quand votre chat meurt, vous ne prenez pas de chat. Ça, en tout cas, c'est pas des obligations, ce sont des recommandations qui sont assez claires de la part du gouvernement néo-zélandais. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la sélection des races. Effectivement, on a des chats qui ont des caractères plus paisibles, hein, les chartreux en fait partie. Donc évidemment, ça va jouer sur le fait qu'ils soient plus adaptés quelque part, comme le persan à vivre en appartement. C'est donc bien important de se rappeler que le chat, notamment le chat d'arrêt, on l'a mentionné à plusieurs reprises, en fait il est plus une conséquence malheureuse de l'homme que la cause réelle du problème de biodiversité. La cause réelle, c'est qu'il y a l'être humain. Ah oui, oui, donc il passe à travers le chat. Là, on est quand même dans un débat biodiversité, chat domestique. Je pense que le premier sujet à traiter, ça restera l'être humain. Je pense que là, on est dans des solutions extrêmes. Pour conclure, l'homme des on a plein de tubes. Pour conclure, je pense que la meilleure solution à traiter, c'est cette maladie d'euthanasie. L'euthanasie arrive vraiment dans une solution de dernière minute d'urgence, parce qu'il n'y a plus de solution. Et ça ne serait pas la stérilisation, enfin, il faut stériliser les chats. Mais ça passerait avant tout par une éducation des citoyens en leur disant
c'est quoi un chat et c'est quoi son comportement, c'est quoi sa méthode de vie et qu'est-ce qu'il faut faire avec. De ne pas adopter 36 000 chats en fait, parce que c'est pas forcément bon pour les chats. Est-ce que l'éducation nationale a été sollicitée par des approches pour justement sensibiliser le gouvernement qui a été fait au niveau de la gestion des déchets par exemple, où les grands-parents n'ont pas du tout les mêmes. Pour l'éducation nationale, par exemple, je donne juste un exemple, je fais de la prévention morsure dans les écoles. J'interviens auprès des enfants pour expliquer comment on se comporte auprès des chiens pour éviter les accidents et quel est le comportement du chien. À l'heure actuelle, en France, on n'a aucun programme au sein de l'éducation nationale. Et quand moi j'ai débuté de la prévention de morsure au sein des écoles, au départ, les professeurs m'ont dit « Attendez, il faut peut-être l'accord du rectorat ». Donc je me suis renseignée et le rectorat a dit « Ah ben non, c'est sous l'initiative du directeur de l'établissement qui prend la responsabilité ». Voilà, donc pour ce qui est fait au niveau des animaux qui interviennent dans les écoles, ça sera toujours propre à chaque établissement. C'est pas national, c'est pas comme ce qu'on peut voir au Canada, où les enfants ont une initiation pour comprendre le comportement des animaux. Mais il peut y avoir même des préconisations du rectorat, etc., sur les programmes nationaux. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais ça pourrait être mis en avant aussi, c'est un peu dommage. Ça serait bien. Le gouvernement dit que pour l'instant, tout ce qui est au niveau des méthodes de limitation des populations d'animaux dans les villes, ou des choses comme ça, comme les chats, c'est à la ville de décider. Et le programme qu'on a mis en place Strasbourg sur la place de l'animal en ville, il semblerait que ce soit le seul type de programme qui existe en France. Donc Strasbourg soit pionnier également là-dessus. C'est-à-dire qu'ailleurs... Pas du tout les mêmes arriérés. À Strasbourg? Oui. Ah, oui. C'est parce qu'on a entendu hier. D'autres villes se présentent moins dans la capitale européenne, etc., où c'est moins vendeur. Mais Fontenay-sous-Bois a commencé ça en 99, ça date quand même de... Voilà, Nancy est déjà sur le coup. Montpellier, où c'est des employés municipaux qui gèrent ça. Il y a d'autres villes qui sont bien à l'avance sur nous, mais nous, on se revendique une primauté qui nous permet. D'accord. C'est quand même bien, ça me met une fierté. Mais il aurait fallu faire ça avant, que ce soit la fin du débat. Non. Donc on doit s'arrêter maintenant. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci aux intervenants. Là-haut, il y a un compteur qui défile. C'est une estimation par rapport aux articles qu'on a pu lire du nombre d'animaux qui auraient été tués par les chats en France depuis le début de la conférence. Voilà, animaux tout confondus, micro-mammifères, oiseaux. Donc c'est pour montrer quand même l'ampleur de la chose et qu'il faut peut-être prendre en considération. Merci beaucoup.